Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, on va parler d'un effondrement qui, au début, ne fait pas de bruit. Parce qu'en surface, tout semble solide. Un poste de dirigeant, une filiale à construire, des responsabilités qui s'empilent et un homme profondément engagé dans ce qu'il fait. Mon invité du jour, sans Cédric Violet, ne comptait pas ses heures car il aimait son métier et il y tenait. Jusqu'au moment où l'environnement a commencé à bouger. Changement de gouvernance, pression financière qui s'intensifie, charge de travail, isolement qui s'installe, et puis le corps commence à envoyer des signaux que même les profils que la société imagine les plus solides ont appris à ignorer. Le brouillard mental, les troubles de la concentration et une fatigue qu'on n'arrive plus à récupérer. Mais ce qu'on voit moins, c'est ce qui se joue à l'intérieur. La honte de ne plus tenir, la culpabilité de ralentir et cette peur très forte, surtout quand on est dirigeant, de devenir celui qui flanche. Dans cet épisode, Jean-Cédric raconte comment le burn-out l'a conduit jusqu'à la tentative de suicide. Mais il raconte aussi autre chose de beaucoup moins visible. Le rôle décisif de ses proches, notamment celui de sa femme lorsqu'il n'y arrivait plus. Mais encore une fois, je lui ai promis des choses que je pouvais même pas tenir. Il faut que je vous arrête 1 mois. Pardon ? 1 mois ? Non, ça va pas. Et je négocie avec lui. Le réflexe qu'on a un peu grégaire de vouloir retravailler vite, comme si notre valeur dépendait encore de notre capacité à produire. Et puis surtout, ce que ça demande vraiment de reconstruire un équilibre quand tout le système intérieur a lâché et tout ce rapport au temps et à l'acceptation pour enfin toucher à ce qui compte vraiment. Parce que derrière l'histoire de Jean-Cédric, c'est toute la question du sens, de la pression invisible et de nos limites humaines qui se jouent. Alors merci d'être là et bonjour Jean-Cédric. Bonjour Jennifer. Je suis ravie de t'avoir. Avant de démarrer cet épisode, je vais faire un petit rappel. Si cet épisode vous plaît, vous avez l'habitude de nous suivre, abonnez-vous directement à votre plateforme d'écoute préférée ou même si vous avez l'habitude de me demander sur Instagram le numéro de l'épisode pour avoir le lien direct, éventuellement, pensez à vous abonner, comme ça vous recevez directement la notification de l'épisode chaque mercredi matin lorsque vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur YouTube. Et n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous êtes informés lorsque on poste un nouvel épisode. Sachez qu'effectivement, ça nous permet, nous, d'être un peu plus visibles dans les petits algorithmes des plateformes et surtout pour vous, de ne jamais rater un épisode qui peut vous être utile, comme le témoignage aujourd'hui de Jean-Cédric. Merci d'être là, je suis ravie. Moi aussi. Je suis ravie parce que avant qu'on démarre avec ma question de démarrage, tu me disais en off, et je vais démarrer avec ça, t'es un homme, on le voit, Ouais. et avant toi est passé l'épisode avec Christophe et Marc, qui me disaient que tu t'avais rencontré aussi, et tu disais qu'on te donnait pas beaucoup la parole sur le sujet du burn-out en tant qu'homme, Oui, c'est vrai. et que j'étais une des premières du coup. Oui, c'est exact. Eh ben, C'est-à-dire écoute. que j'étais plusieurs fois en colère parce que je me rendais compte que les femmes ont tendance à s'accaparer le sujet et on voit peu d'hommes, en fait, si tu veux, à la fois témoigner, mais aussi, je dirais, intervenir lors de conférences, de témoignages, même dans des maisons qui travaillent en fait sur le burn-out. Il y a les burn-out, par exemple, près de Bordeaux, à Talence, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les femmes, mais pas tellement que ça pour les hommes. Et je pense que c'est bien de pouvoir témoigner. Alors, c'est peut-être lié aussi à la place de l'homme dans notre société aujourd'hui. Ouais, je pense Mais aussi pas mal. je suis heureux de pouvoir, moi, m'exprimer en tant qu'homme. Voilà. Trop bien, et ben merci. Oui, je pense, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est que les femmes, en termes de recensement, parce que ça ne veut pas dire que les hommes en souffrent moins, mais en tout cas, elles sont statistiquement plus touchées que les hommes avec l'effet de la double journée. Et puis c'est ce que tu as dit et ce sur quoi on va discuter tout à l'heure par rapport à ton parcours, justement. Les hommes ont, avec tout le poids du patriarcat, ont aussi peut-être plus de mal et plus de pudeur avec tout ce qu'il y a autour de l'homme, de témoigner sur des sujets qui témoignent plutôt de la vulnérabilité, qui est plutôt, comme dirait Brené Brown, un super pouvoir, mais qui est peut-être encore un peu trop, je dirais, désapprouvé ou pas mis à juste valeur dans l'univers masculin. Beaucoup de gens me disent « t'as beaucoup de courage ». Et en Voilà. fait, moi, je trouve que c'est pas du courage. Exactement. Moi, je suis ravi de pouvoir en fait, témoigner et baisser la garde. Voilà. Et en fait, la vie, elle est beaucoup plus apaisée comme ça, en fait. Ouais, c'est un très bel exemple. Donc, merci d'être là. Je suis ravie, moi, de te donner la parole. Pour démarrer, justement, pour que les gens voient un peu ton parcours, ça donne un petit peu ça spoil un peu. Ce serait quoi pour toi qui définirait les 3 mots de ta vie d'avant et les 3 mots de ta vie aujourd'hui? Le premier mot qui me vient tout de suite à l'idée, c'est le mot travail. Dans la vie d'avant? Ouais. Prenait beaucoup de place. Pas toute la place, mais il prenait énormément de place. Donc pour moi, c'était la priorité. Ensuite, à travers peut-être aussi mon passé de sportif, c'était la réussite, le succès. Ça, c'est vraiment... voilà. Et puis aussi,
sans se mentir, je pense succès, ça veut dire aussi argent. Ça veut dire, une Tout le certaine confort. reconnaissance, mais avoir la possibilité, de peut-être fonder une famille et ensuite de pouvoir aussi répondre à leurs besoins, puisque j'ai jamais manqué de rien avec mes parents. Donc c'était en fait tout simplement de réitérer ce que modèle. j'ai connu avec mon modèle, tout à fait. Hmm. Avec des changements évidemment que Bien je sûr. souhaitais quand même malgré tout. D'ajustement. Donc en gros, la vie d'avant, on retrouverait travail, réussite, Ouais. voilà, Réussite, succès. et réussite, argent. succès et argent. Ouais. Ok. Si je vais résumer aujourd'hui ta vie d'aujourd'hui en 3 mots. Tu donnes les 3 mots qui résonnent le Eh mieux. ben, je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Mhm. C'est AVE. Ok. Rien à voir avec la religion, Ouais. mais Il va y avoir amour ou des choses comme ça, ou vas-y. alors je vais commencer par le E. C'est équilibre. Ouais. L'équilibre, retrouver l'équilibre. Mhm. Ensuite, mental, physique, émotionnel. Mhm. Ensuite, c'est la vie. Mhm. Le fait d'avoir fait une tentative, et ben, la vie, c'est Précieux. précieux. Je me suis rendu compte à ce moment-là. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, mais voilà, je suis allé au bout du bout, je pense. Et ensuite, oui, t'as bien résumé l'amour. L'amour de soi, parce qu'on s'oublie. Et donc, faut réapprendre à s'aimer. Et ensuite, c'est aussi l'amour des autres, l'amour des gens, l'amour, mais l'amour dans sa globalité. L'amitié, ça fait partie de Bien l'amour sûr, pour moi. Tu bien vois. sûr. Voilà, tes amis, Le les gens lien, que quelque t'apprécies. part. Dans l'amour, il y a ce rapport au lien avec les autres, Tout à fait. ou c'est avec l'autre, même, ou avec soi, tu l'as dit, l'amour de soi. C'est ce lien soit à soi, soit aux autres. Parce que l'amour, il y a un rapport comme l'équilibre, de don, tu vois, de recevoir et de donner. Donc souvent, c'est... Ok, donc amour, vie Et équilibre. et équilibre. Ok, versus travail, réussite, succès et argent. Donc effectivement, on retrouve des... je sais pas si je peux dire antinomiques, mais on a du mal à les On peut dire qu'il y a faire une sacrée vivre. bascule. Ouais, on a du mal à On est les presque faire à vivre. 360. Ouais, on est d'accord. Bon, On est d'accord là-dessus. justement, ta vie d'avant. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas encore montré, mais Jean-Cédric a écrit ce livre où il raconte toute son histoire, tout son parcours sur le burn-out. Donc, je vous le recommande. Vous voyez, il est pas très long. Voilà, je trouve que, comme tu disais, c'est en tant qu'homme de prendre la parole sur le sujet. Tu laisses tout, hein, tu racontes vraiment tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et effectivement, donc, ça commence, on y reviendra tout à l'heure, par le jour où tu te retrouves à l'hôpital. Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Et on retourne après sur la vie d'avant, justement, avant ce moment. Et justement, à quoi ressemblait ta vie d'avant? Justement, quand tu parlais de travail, de réussite, argent, à quoi ressemblait ton quotidien à l'époque? C'était quoi le rythme, justement, de Jean-Cédric à l'époque, qui était dirigeant d'une filiale en Allemagne? Écoute, je trouve que ma femme devrait être là pour en parler, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Je vais donner juste quelques exemples qui vont peut-être parler à nos auditeurs ou les gens qui te suivent. Je dirais que j'étais jamais déconnecté, même le week-end. Alors lundi, vendredi, beaucoup sur la route, énormément sur la route. Il y a une année, j'ai fait 120 000 kilomètres. Donc ça te parle, toujours c'était vraiment mon outil de travail, beaucoup au téléphone. À gauche, à droite, voir des clients, faire de la prospection, parce que quand on démarre une activité, vous savez bien ce que c'est la prospection, mais là, il fallait que j'aille voir les clients dans toute l'Allemagne. Donc, c'était une année très intense. Rendez-vous le lundi, et après, je partais le mardi, je revenais le vendredi soir à la maison. Ah oui, donc en plus, pas très présent. Enfin, de ton activité, c'est que tu travaillais, mais... Et puis, on le sait, quand on n'est pas chez soi et qu'on est à l'hôtel ou ailleurs, en fait, comme tu dis, on déconnecte jamais, même le soir, finalement, quoi. On faisait mes rapports de visite. Et puis, on n'avait pas encore les outils. Ouais. Donc, c'était tout écrit. Donc, je me rappelle encore les trucs où tu as une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. J'en envoie une à mon dirigeant. Oui. Oh là là. Donc, c'était ça, les rapports de visite. Et j'en faisais au moins 4 ou 5 par jour. Donc, c'était assez intense. Et puis après, quand je rentrais, c'était quand même être avec ma femme, avec mon épouse, et passer un bon moment avec elle pendant tout le week-end. Voilà. Mais ma tête était jamais déconnectée vraiment du travail. Je peux donner des exemples. Ma femme étant italienne, on a une maison en Italie. Je déconnectais jamais avec mon ordinateur. C'est-à-dire que j'étais sur mon ordi quand elle faisait la sieste ou quand les autres étaient en train de faire la sieste. Donc, c'était
c'était des vacances, mais pas des vraies vacances. Quand on allait au ski avec les enfants, pareil, on allait le matin jusqu'à 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, et ensuite, je mangeais, et après, j'étais de nouveau sur mon ordi, donc j'étais jamais vraiment déconnecté. Ça te semblait normal ? Enfin, quel était pour toi le bénéfice dans tout ça, et comment tu te sentais avec le recul ? En fait, c'est pas une question de normalité, c'est une question de... comment je pourrais dire ça moi, je pense que c'est que j'ai vu mes parents travailler. Les deux travaillaient, et ils travaillaient beaucoup. Mon papa souffrait de cécité, et pour lui, le travail, c'était la santé, le travail, c'était la vie. C'était une manière d'une reconnaissance. Et je pense que, quelque part, j'avais un modèle. Je pensais m'en éloigner, mais en fait, j'étais exactement pareil. J'ai reproduit. Même si, quand j'étais à la maison, quand même, je faisais beaucoup de choses avec ma femme. Je prenais des initiatives. Donc, on allait à gauche, on allait à droite. Voilà, je voulais qu'elle voit autre chose. Elle était italienne, donc essayer de l'emmener, voir des choses, passer des moments ensemble. Voilà. Donc, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment ça. C'est tu reproduis le modèle sans t'en rendre vraiment compte, quoi. Voilà, sans en prendre conscience. Et comment tu te sentais ? Déconnecté, c'est le premier mot. Il y a d'autres mots qui viendraient ? Parce que déconnecter, le problème, c'est que ça efface tout. Il y a la reconnaissance, je pense. Ouais. Voilà, je pense qu'on a besoin de reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est quoi ? C'est les collègues t'apprécient, c'est les collègues qui te font des remarques, qui peut-être font encore que ton ego, sans que ce soit, je dirais, jamais été quelqu'un qui se mettait trop en avant, mais ça te fait du bien, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est aussi la recherche de reconnaissance. C'est encore cette notion de réussite qui fasse que tu es prêt à déplacer des montagnes. Et c'était quoi ta définition de la réussite à l'époque ? Parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est plus la même, mais c'était quoi pour toi la réussite à l'époque, justement ? En fait, c'était faire en sorte que le business, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que quand on commence un business, on perd de l'argent. Voilà. C'était déjà de le mettre à flot. C'est-à-dire que quand on crée une structure, au bout d'un certain nombre d'années, il faut au moins pouvoir, on va dire, arriver au break-even. Voilà. Donc ça, c'était le premier objectif qui a été atteint en 2003. Et après, c'était évidemment faire plus de chiffre d'affaires, donc faire aussi plus de profit. Donc c'était aussi l'objectif. Mais pour moi, c'était aussi un objectif de faire en sorte que mes équipes soient fidèles, de les fidéliser, d'être quelqu'un qui soit inspirant, qui puisse leur donner envie de rester. Et j'ai quasiment pas eu de personnes qui sont parties de la société. D'ailleurs, je dirais, j'ai eu personne qui est parti de la société, à part à un moment où on a eu des difficultés économiques. Voilà, il y a eu la crise de 2008, 2009. Ça a été un peu compliqué. Et donc là, il a fallu que je licencie une personne, qui était pour moi un crève-cœur. Voilà. Mais sinon, je dirais que pour moi, c'était important de fidéliser, de faire en sorte que les gens restent et qui leur donner envie de contribuer à la réussite. Donc il y avait déjà quand même ce côté très humain qui était là. Derrière, mine de rien, le drapeau, je dirais, de la réussite, de l'argent, etc. Il y a quand même ce facteur très humain. À quel moment, tu le racontes dans le livre, mais justement, on passe à un moment où tu commences à sentir que ton corps répond moins. Il y a ce moment de bascule. Comment ça se passe justement à ce moment-là ? Parce que ce qu'il faut quand même le dire, c'est que à ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est que dans une boîte allemande, tu diriges une filiale en Allemagne qui était familiale et qu'effectivement, tout d'un coup, c'est racheté par un fonds. Et donc, effectivement, c'est ce que je dis en introduction. C'est même vendu à un fonds. C'est vendu à un fonds. Changement d'environnement. Est-ce que je peux t'expliquer exactement comment ça s'est passé ? Mais bien sûr, explique-nous. Alors, ce qu'il y a, c'est que d'abord, c'était une société familiale et le dirigeant, qui était le fils du fondateur, c'est lui qui m'a embauché. Voilà. Quelqu'un de très humain qui s'intéressait au marché allemand. Il faut savoir qu'ils avaient créé une filiale et ils ont perdu beaucoup d'argent, donc ils l'ont quasiment fermé. Il n'y avait plus on appelle ça un post-phare, un code postal. Et l'objectif, c'est, Jean-Cédric, on a besoin de quelqu'un, tu remonteras doucement, mais on a déjà des clients, mais il y en a qui ne nous ont pas payé, il fallait en fait recommencer de zéro, même plus que de zéro, parce qu'il fallait carrément que j'aille pleurer pour aller récupérer de l'argent chez certains clients. Donc je peux te dire, ça a été assez chaud. Et ce dirigeant, c'est donc moi j'ai commencé en 98. En 2003, il est mort d'un cancer, d'un cancer foudroyant. Et donc
le paradigme de la société change, le fils reprend en fait la société. Donc déjà, on n'est pas sur la même façon de fonctionner. C'est un commerçant avant tout. C'était quelqu'un qui allait voir beaucoup les clients. Son fils avait plutôt une formation de financier. Donc, Ça pilote pas pareil. Non, ça pilote pas pareil. Pas pareil. Mais tu pilotes. Tu comprends très bien ce que je veux dire, parce que tu as travaillé dans la finance. Ouais. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est plutôt le fait qu'en 2003, on a réussi à faire du break-even. Et pour lui, c'était déjà un événement. Parce qu'avec son papa, il voulait carrément... à l'époque, son papa, donc le grand-père, hein, le papa, il voulait carrément plus être en Allemagne parce qu'il avait perdu de l'argent et pour lui c'était un échec. Et en 2003, j'étais au break-even et malheureusement il est décédé juste cette année-là. Il a même pas pu, tu vois, voir les résultats de la société. C'est assez symbolique, mais pour moi c'était quand même déjà un premier objectif qu'on s'était fixé et on avait réussi à l'atteindre. Et puis après, voilà, il y a on va dire des droits de succession qui expliquent aussi cela. Hein, et la famille a décidé au bout d'un moment de revendre la société. Ils n'étaient pas non plus d'accord entre eux. Et ils ont revendu la société à un premier fonds d'investissement. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout sur le même paradigme. On est moins dans l'humain. On est plus sur les résultats. Les bidas, c'est des choses que j'ai appris après le temps. Tous les mois, il fallait avoir un reporting, donc justifier ces chiffres auprès de la direction. Donc on n'est plus du tout dans le même paradigme, mais ça a été au début très compliqué. Et en fait, est-ce que justement, quelque part, la société, lorsque c'était cet ancien fondateur qui était beaucoup plus humain, presque j'entends presque un côté un peu artisan dans la manière de piloter, paternel, et paternel, tout d'un coup, tu te retrouves dans ce fond qui est plus déshumanisé, parce que finalement, on pilote plus des humains, mais on pilote des tableaux Excel, que moi j'ai connus en finance. Oui. À quel moment tu sens que ça vient créer des symptômes et potentiellement même des conflits de valeurs? Parce que quand on parle de burn-out, on pense toujours à l'extrême fatigue. Effectivement, le corps est usé, physiologiquement est usé. Mais en amont, il se passe plein de choses. Et ce qui use, c'est pas que la charge de travail. Ce qui peut user, c'est aussi justement les organisations, la déshumanisation, les conflits de valeurs. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai un exemple très concret à te partager. Vas-y. C'est un tiraillement énorme. C'est quand on se fait racheter par ce fonds d'investissement. Il a convoqué tout le management pour savoir qui c'est qui allait participer de façon pécuniaire. Il a créé une entité ETM, c'était management, pour participer, on va dire, de façon au capital de la nouvelle société. On est tous invités. Moi, je m'attendais, je disais, écoute, j'ai pas envie, j'irai pas. Là, tu le racontes dans le livre. Ouais. Et malgré moi, je me rends compte des collègues que j'apprécie, des collègues que j'ai une fois par semaine au minimum au téléphone, qui viennent de Belgique, qui viennent de différents pays. Aussi les collègues ici en France qui me disent Jean-Cédric, nous on va mettre tant et tant d'argent, tant et tant d'argent, tant et tant d'argent. Et je me sens pas à ma place. Je me sens pas bien. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils nous demandent de passer mon CIO, mon directeur général, mon PDG, il demande à chacun de venir le voir et dire combien on met, si tu veux, sur la table. Individuellement. Individuellement. On passe devant le boss en disant combien... Exactement. Un peu comme au Moyen-Âge, quand on venait payer l'impôt, tu sais, on vient récolter l'impôt. Ok. Et donc, effectivement, tu le racontes dans le livre, c'est-à-dire que, en fait, tu veux pas. Enfin, toi, tu te dis, non, je sens que c'est pas, le vent tourne pas là où... voilà, et je sentais déjà la différence de management qu'il y a eu. Donc, le rapport même que j'avais à lui, qui était un peu difficile quand même, parce qu'on était moins dans l'humain. Donc, je le ressentais. Je suis un hypersensible. Donc, voilà, c'est des choses... Tu as les antennes qui sortent tout de suite. Et donc, j'avais décidé... non. Et puis, j'avais pas beaucoup d'argent à mettre... je venais d'acheter ma maison. J'avais pas beaucoup d'argent à mettre, en fait, si tu veux, dans le fond. Dans le fond. Voilà, dans le capital. Et je vois les collègues qui passent. Et à un moment, c'est mon tour. Tu vois, la petite voix qui me disait « on n'y va pas ». Elle s'est tue. Elle s'est tue et je lui dis « j'ai pas beaucoup d'argent de côté, mais je pense pouvoir mettre tant ». Voilà. La pression était telle que j'ai pas réussi, je n'ai pas su dire non. S'il y a un regret que j'ai, peut-être, c'est celui-là, de ne pas avoir dit non. Mais après, maison à payer, ma femme ne travaillait pas, donc voilà, et puis 2 enfants à charge. C'est fou, c'est hyper intéressant que tu le racontes, de se dire... je peux te poser la question, parce que quand j'imagine, il n'y a que des hommes à ce moment-là?
Il y a beaucoup d'hommes. Ouais, c'est un monde d'hommes, ouais, très masculin Très avec masculin. ce côté. On est dans le bâtiment. Hein. Ouais. On est dans le bâtiment, donc beaucoup d'hommes. Presque que des hommes. Je veux dire, que des hommes, quasiment. À 95%. Parce qu'en fait, tu expliques la pression, si je vais aller plus loin, parce qu'on va parler de tu disais, hein, on n'est pas beaucoup d'hommes à témoigner, etc. Mais je trouve ça assez révélateur, ton exemple de... un moment, on est entre hommes, on est en train de parler de croissance, on est en train de parler d'argent, et de combien on va mettre sur la table. Est-ce que il y a vraiment, moi quand je t'écoute raconter cette histoire, il y a vraiment un rapport autour de ça presque un peu de virilité un peu malsaine, tu vois, clairement, et un peu de qu'est-ce que je vaux à travers cette question qui est en plus hyper malsaine du patron, parce que faire ça comme ça, on a l'impression d'être roi avec sa cour et que les vassaux payent leur part pour montrer à quel point ils sont loyaux au patron. Enfin, je sais pas comment vous le voyez, quelque part, il y a ce rapport de très masculin, un rapport un peu, on vient tester un peu la loyauté à travers l'argent. Je trouve ça assez malsain quand on écoute. Et donc, quelque part, on avait un peu cet échange tout à l'heure dans la voiture, mais tu vois, le fameux quand on veut, on peut, tu vois, cette petite voix. Là, je trouve que tu l'expliques, c'est que l'environnement, là, à ce moment-là... La pression était telle. J'ai pas su dire non. Ouais, mais tu vois... J'ai pas suivi mon intuition. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition. Et là, mon intuition, j'ai pas réussi à faire front, quoi. Mais de peur qu'ensuite, il y ait des représailles. En fait. Bien sûr. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et petit à petit, quels ont été justement les signaux? Parce que tu l'entends là, à un moment, t'as ton intuition. Donc là, c'est quelque chose de plus corporel, qui est plus intuitif, etc. Puis d'un coup, le mental qui prend ça. C'est comme tu dis, c'est une sorte de raison. C'est-à-dire qu'à un moment, le mental prend le dessus en disant c'est de la survie. Tout d'un coup, dire oui sur cette table, c'est une question, c'est un rapport de survie quasiment indépendant de tout ce qu'il peut y avoir. Comment ça s'est passé au fur et à mesure pour que justement, effectivement, il y a des signaux qui s'accumulent et quelque part, à un moment, tu l'as décrit, hein, le brouillard mental. Comment ça se passait ces journées à un moment avant d'arriver à l'acte le plus fort que t'aies fait avec cette tentative? Mais comment ça s'est passé avant? Je pense que le manque de patience, l'irritabilité, la colère parfois même. Le week-end, j'étais quand même fatigué. Ouais. Et je pense que j'étais dur avec ma femme. Même avec mes enfants. Parce que tu n'étais pas disponible. Il peut y avoir de la violence verbale, il peut y avoir des choses qui sont qui marquent, quoi. Et je pense que c'est une fatigue que tu accumules. Ça été le premier signe, irritabilité, énorme. Ça pouvait m'arriver aussi avec mes collaboratrices, mais exceptionnellement, mais ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver où j'avais plus autant de patience qu'avant. Voilà, j'essayais de le minimiser au plus, mais c'est vrai que parfois, c'est plus fort que toi. Quand tu es fatigué, de toute façon, pareil, le sommeil. Le sommeil... T'as commencé à avoir des troubles? Ouais, des troubles, mais que je voulais pas voir, voilà. Mais je dormais pas beaucoup, hein. De toute façon, en Allemagne, tu sais, on commence à 7h du matin, voilà. Alors, faut savoir qu'on est dans un rythme complètement différent. C'est 7h du matin, mes assistantes, et après, elles repartent à 16h le soir, mais moi, je terminais à 19h, voilà, 20h. Oui, donc tu commençais aux horaires allemandes, mais tu terminais aux horaires françaises, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Les journées font très longues, ouais. Voilà, donc très longues. Mais je dirais que c'est les premiers symptômes que moi, je voyais. Après, il y a eu d'autres symptômes beaucoup plus graves. Ça a été vraiment les vraies insomnies. Et puis après, c'était la perte de poids. J'ai perdu 8 ou 9 kilos. J'avais même plus envie... je veux dire, sur la fin, avant... Ouais. Quand j'étais très mal, j'ai perdu beaucoup de kilos. Et là, ma directrice export s'est même inquiétée pour moi. Mais elle a vu que ça allait pas du tout. C'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme à un moment. Ma femme s'en rendait compte. Est-ce que je sais, à un moment, on va parler de ta femme, parce que justement, elle a quand même été... alors, t'en parles tout le long du livre, donc ça a été un vrai pilier de soutien. Ah bah oui. Mais justement, cette collaboratrice responsable export, comment elle tire la sonnette d'alarme et comment elle s'y prend? Je pose la question parce que souvent, j'ai des gens aussi qui m'écrivent, qui sont des proches de gens en burn-out et qui disent on sait pas forcément quoi faire. Et justement, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce que tu me dis, pour t'en souvenir, c'est que quelque part, la sonnette d'alarme, elle a été entendue quelque part sous une forme. Là, je lui ai demandé de venir. Tu peux raconter un peu ou pas? Bah écoute, oui, c'est-à-dire... je sentais que je perdais pied. Ouais. J'avais une pizza devant moi, je la mangeais pas. J'étais avec d'autres collègues français qui étaient venus me voir. Ouais. J'arrivais pas à manger. Je dormais pas bien, plus du tout. J'arrivais pas à prendre de décision. Il y avait une décision, je me rappelle, il y avait un litige sur un chantier. J'arrivais pas à prendre la décision. J'appelais la directrice export, j'arrivais plus
à prendre de décision. J'étais devant mon ordinateur, je faisais plus rien. J'étais bloqué, comme paralysé. Autant mentalement que physiquement. Ah ouais, là, il n'y a plus rien, là. Plus rien, plus rien. Et du coup, quand elle m'a vu, à quel point j'étais triste, elle me voyait plus avec l'énergie qu'elle me connaissait. Elle me connaissait très bien, c'est une femme avec qui j'avais de très bons rapports. C'est là où elle a tiré la sonnette d'alarme, et puis elle m'a vu aussi extrêmement physiquement changé, fatigué. J'ai pas de photos, mais je pense que ça devait être quand même assez impressionnant. T'as tenu combien de temps? Parce que le mot tenir dans les personnes, notre société tient. Beaucoup de gens tiennent en fait. Mais là, quand on tient, quand tu cumules tous ces symptômes-là, ça a duré combien de temps? Sur quelle période tu penses que, entre le moment où ça a démarré jusqu'à... T'as tenu comme ça combien de temps? C'est pas facile parce que souvent on oublie, vu qu'on est déconnecté. Hein. On se rend pas compte. Hein. J'ai du mal. J'ai du mal à te dire combien de temps j'ai tenu. Je pense très longtemps. Ouais. Je pense très longtemps. Ça a commencé déjà à partir du moment où j'avais décidé de mettre de l'argent en tant que dirigeant déjà. Ouais. Il y avait ce tiraillement au niveau des valeurs. Donc j'étais déjà pas plus à ma place. Donc écoute, si on parle de ça, on parle de 2000, je crois que je me trompe pas. On est en 2007 à ce moment-là. D'accord. Presque 10 ans. Ouais. Et donc forcément, ça s'est gangréné et dégradé au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ouais, mais je trouve ça important de le dire parce que on tient, parce que tu l'as dit, hein, pour les mots qui résumaient ta vie d'avant, parce qu'on a été éduqués comme ça, on a tout le système qui fonctionne comme ça, et puis à un moment, on n'a même plus l'énergie de penser à autre chose de différent. Et parce que souvent, il y a cette phrase qui dit le nombre d'années que tu vas tenir, ça va correspondre un peu au nombre d'années dans lesquelles tu vas mettre pour t'en sortir. Alors, je sais pas si... Et c'est un peu la phrase qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qu'on disait en off, c'est dur, enfin, même si Didier Le Chémier le dit dans l'épisode 44, mais on peut sortir du burn-out, mais il faut qu'on soit quand même en hyper-vigilance de nous-mêmes régulièrement. Surtout quand on a tenu, je pense, plus on a tenu comme ça, plus il y a des marqueurs, je trouve, physiologiquement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais j'ai eu la chance aussi, malgré tout ça, j'avais beaucoup de liberté dans mon travail. Je voyais mon CIO seulement 2 fois par an. Ouais. Donc cette liberté, j'en avais besoin. Et ça, il me l'accordait. Donc c'est aussi peut-être pour cette raison-là que j'ai tenu aussi longtemps. Parce que j'avais cette liberté de décision, cette liberté quand même de faire beaucoup de choses. Et je pense que ça a permis aussi que je tienne beaucoup plus longtemps, tu vois, par rapport à des valeurs pour lesquelles j'étais plus vraiment, on va dire, en phase. Mais j'avais toujours de très bons rapports avec tous mes collègues. Le lien et ça, ce lien, on était tous très solidaires les uns des autres. Mais... On était conscients de la situation, mais on était très solidaires. Et ça nous aidait. En fait, ça nous aidait tous. À tenir. Mais en fait, je trouve intéressant que tu parles de ça parce que c'est à la fois, ça t'aide à tenir, mais ça devient aussi le piège. Parce que, vu les valeurs humaines dont tu parlais tout à l'heure, finalement, quand tu parles de ça, de ce lien, parce qu'on est des êtres de lien, donc forcément, c'est quelque chose qui nous nourrit. Si en plus, on a tendance à vouloir aller vers une même direction, etc., mais ça devient aussi le piège parce que t'arrêter, c'est les abandonner. T'arrêter, c'est potentiellement les décevoir. T'arrêter, et en fait, quelque part, lorsqu'on s'arrête, j'ai beaucoup d'histoires de burn-out ici sur ce fauteuil, et je sais pas comment ça se passe pour toi, mais je crois que tu le dis d'ailleurs dans le livre, tu donnes une série de questions, je crois, je l'ai pas noté, mais effectivement, je crois que tu le dis, ça que je l'ai lu là, mais quand tu t'arrêtes, on a toujours ce mot où on pense... Il y a des gens dont clairement on aurait très envie de plus avoir en lien, ça nous arrive plus ou moins tous, mais il y a des gens avec qui on se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer, je suis en train de les abandonner, et ça crée une forte culpabilité de l'arrêt en disant j'ai pas tenu et je les laisse dans le navire, parce qu'on est aussi conscient de ce qui va pas dans le bateau, et de se dire je vais faire partie de ce groupe, je veux pas les abandonner, on est un collectif, on a des liens humains, on crée, quand tu passes autant d'heures de ça au travail, puis tant d'années, tu crées des liens qui sont extrêmement solides. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Bien sûr que j'ai ressenti. Forte dépendance, c'est le capitaine du bateau. La culpabilité, la honte. Faut dire les choses comme elles sont, c'est vraiment c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. T'es tiraillé, c'est difficile. Et puis moi, je dirais qu'il y a quelque chose d'encore de plus fort. Cette société, en fait, viscéralement, j'y ai été attaché, puisque je l'ai créée. Et ça, c'était en fait, je pense, le pire. Le fait de s'approprier la société qui n'est pas la tienne, en fait. Ouais. Et moi, je l'ai dirigée comme si c'était la mienne. Et je n'étais pas le chef du bateau. Je n'étais pas
on va dire, le capitaine du bateau, puisque j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi. Mais moi, viscéralement, c'était comme si c'était ma société. Et donc, mon bébé, je l'appelais, alors imagine. Voilà, donc tu as tout compris. Quand on parle de mon bébé, c'est terrible. Surinvestissement. Oui, c'est du surengagement, surinvestissement. C'est tout ce qu'on peut... ce qui est toxique, en fait, quelque part, au bout d'un moment. Je pense que les dirigeants comprendront quand je parle de ça. On y est attaché, oui. Tu pourrais justement le détailler parce que il y a des dirigeants qui nous regardent. Donc, c'est pour l'identification. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, je trouve que c'est intéressant de... qu'est-ce que tu entends par justement ce lien toxique quand on appelle le bébé? Tu pourrais justement le décrire un peu plus? C'est-à-dire que je pense que c'est de l'héroïsme. Tu vois, je vois l'image du capitaine qui va dire à son équipage: vous pouvez prendre les bateaux de sauvetage, mais moi je vais rester sur le bateau et je vais mourir sur mon bateau. Ah oui, à ce niveau-là. Moi je le vois comme ça. Un peu un Brevard. Ouais. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui... On lâche pas le navire, quoi. Non. C'est nous en dernier. Donc, quand on flanche, on a le sentiment, c'était dit flanche, où tout d'un coup, on a les deux pieds à genoux avant les autres. Il y a un sentiment de... C'est là où tu te dis, là, c'est même plus de la culpabilité, c'est presque de la honte, quoi. Ouais. Parce que la honte est plus forte que la culpabilité, parce qu'elle est liée intrinsèquement à nous, viscéralement à nous-mêmes. Oui, ça peut être considéré comme un échec. Hein. Voilà, je pense que... Tu le vis comme ça, à ce moment-là? Non, je ne le vis pas comme un échec, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que la dernière année, je fais plus 35% de chiffre d'affaires et j'ai un commercial que j'ai formé qui me dit qu'il va quitter le navire. Et je l'ai vécu comme une trahison. Et ça m'a, je dirais, coupé les jambes. Ouais, ça a été quasiment le coup... Ça a été le coup fatal. Parce que, tu vois... C'est vraiment... la trahison, je pense que voilà, chacun a ses blessures, mais ça, c'est quelque chose qui m'a coupé les jambes. Pourquoi à ce moment-là? Parce que je vais te dire, on était quand même une équipe... parce que c'était la région... j'avais formé, j'avais pris beaucoup de temps pour lui. Voilà, je le voyais comme peut-être... un jour peut-être s'occuper de l'équipe commerciale. Ouais, t'avais projeté beaucoup de choses en lui. J'avais projeté beaucoup trop de choses sur lui. Et du coup... Presque comme un petit frère au bébé, quoi. Enfin, il y avait un côté presque... Et puis, c'était une région importante. Et je lui en avais cédé une partie. Je veux dire, j'avais cédé la région NRW, c'est Nordrhein-Westfalen, la Rhénanie-Westphalie. C'est un PIB important, c'est une région très importante. Et du coup, le fait qu'il me dit qu'il va quitter la société et je devine qu'il va chez un concurrent, j'avais senti. Et je l'avais senti même avant qu'il me le dise, mais je voulais pas le voir. Là, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué parce qu'on était une petite équipe. Et comment j'allais faire, moi, avec le plus joli chiffre d'affaires, tout seul, ou pas tout seul, mais presque, je ne me voyais plus être en capacité, moi, physique et mentale, de continuer, quoi. En fait, on va arriver à ce 11 juillet 2019, où tu es à l'hôpital, mais avant, il y avait déjà beaucoup de signes, parce que je me souviens t'écrire un peu plus loin, en 2018 déjà, ta femme qui te dit non, là je vois que ça va pas, et qui te dit tu vas chez le médecin, tu te fais arrêter, etc. Tu peux raconter effectivement les signaux d'alerte de ta femme, le soutien de ta femme, parce qu'elle est quand même très importante tout au long du livre. Et toi tu vois pas, et c'est là pour le coup c'est les autres qui donc effectivement il y a eu ta responsable export, mais aussi ta femme, on est en 2018, qui dit non, là ça va vraiment pas, tu vas chez le médecin, quoi. Oui, alors ma femme aussi m'a emmené à Paris parce que je voulais voir mon DG encore, mon PDG, pour lui dire que ça allait pas. Mais encore une fois, je lui ai promis des choses que je pouvais même pas tenir. Pourquoi tu fais ça? Tellement j'étais le déni. Ah ouais, non, parce que, c'est le déni. Je vais chez lui et je lui dis je vais m'occuper de la personne je veux quitter la société, je vais m'occuper de la personne qui va prendre la succession et ainsi de suite. Oui, donc là quand même tu annonces que tu veux partir. Ouais. Mais tu sens, enfin, tu es dans le déni de ton incapacité, mais il te demande, pour que ça se passe bien, de faire telle ou telle action. Tu dis oui, parce que souvent, c'est ce qui revient souvent. Il y a une grosse phase de déni dans les burnés, de la réelle fatigue, et finalement, du coup, la capacité physiologique, mentale, psychique et physique de pouvoir faire les choses, justement, qui nous emmène jusqu'à l'effondrement total, c'est-à-dire à un moment, on se lève plus, auquel t'emmènes à Paris pour ça, et ensuite... ma femme, en fait, elle m'emmène là-bas, quoi. Et déjà, là, ça n'allait pas, j'étais dans tous mes états. Et ma directrice commerciale, export, arrangeait ce rendez-vous pour qu'on puisse discuter, quoi, pour pas qu'il y ait de conflit, pour que, voilà, il essaie de comprendre, pour essayer de comprendre.
Mais bon... Tu t'es senti compris ? Pas du tout. Est-ce que tu t'es pas senti compris parce que toi-même, à ce moment-là, vu qu'il y a du déni, t'es pas en mesure de raconter exactement ce que tu es en train de vivre, donc forcément en face l'interlocuteur, ou inversement aussi, c'est un peu des deux. L'interlocuteur veut pas voir et il fait en sorte que la situation tienne à son avantage un max. Quelqu'un qui était dans l'humain, il aurait compris. Quelqu'un qui ne l'est pas ou très peu, le comprend pas. Donc en fait, c'était un dialogue de sourds. Toi, tu avais besoin que quelqu'un te comprenne et en face, tu avais quelqu'un qui cherchait pas à comprendre. En fait, Et donc quelque part, c'est encore toi avec le déni qui dit oui. Ouais. Moi, ça, pour partager, ça me fait penser à un... Tu sais, le dire non, hein, voilà. Hein. Ouais, comme être capable de dire non. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est être capable. À ce moment-là, on n'est pas capable. Non. C'est pour ça que je reviens toujours à arrêter de croire les gens quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la force de la personne en face, là, comme tu dis, t'es pas capable de dire non, mais t'es pas aussi capable de dire oui ou non. Il n'y a pas de capacité, il reste plus de capacité à ce moment-là. Donc effectivement, il faut de l'intelligence émotionnelle et de l'empathie dans les autres êtres humains autour de toi pour t'aider à faire ce que toi, à un moment, tu n'es même plus capable de faire pour toi. Exactement. Parce que quand on arrive jusqu'au l'effondrement du burn-out, c'est qu'on est notre propre danger, parce qu'on n'est même plus capable nous-mêmes de nous sauver vu qu'on s'emmène jusqu'au bout. Donc effectivement, il faut des personnes ressources à ce moment-là. C'est ça que dans les entreprises, quelque part, mettre la responsabilité du soin à chaque fois sur nous-mêmes, à un moment, on peut être aussi soit par l'environnement, parce que l'environnement à ce moment-là ne te soutient pas. L'environnement te rajoute même en disant ok, fais ce qu'il faut pour la sortie, prends-la en charge, plutôt qu'en te voyant, ce que tu l'as dit, il devait y avoir des signes physiques. La personne te connaissait depuis suffisamment longtemps pour voir que physiquement, les choses étaient dégradées. Tu t'es pas senti forcément soutenu et plutôt au contraire avec une charge supplémentaire de sortie, quoi. Tout à fait. Ma directrice export, je pense quelqu'un qui était dans l'humain, pas mon PDG à l'époque. Et ma femme est hypersensible et également dans l'humain, elle a aussi senti. Donc, on est revenu de Paris. Je pense que j'étais dans tous mes états et je savais plus quoi faire. Donc, c'est-à-dire, les signaux d'alerte... Qu'est-ce que tu entends ? Tu vois, quand tu dis je suis dans tous mes états et je sais plus quoi faire, si tu devais le raconter. Je pense désespéré, complètement anéanti même, voilà. Ouais. Je sais plus quoi faire parce que comment je fais pour faire comprendre que ça va pas ? Faire comprendre que je suis plus en capacité de travailler et de délivrer. Voilà. Est-ce que tu es revenu de là avec zéro solution ? Ah oui. Plutôt avec une Je pensais que peut-être ça allait m'aider, mais en fait, pas du tout. Okay. Ça m'a encore plus enfoncé. Et justement, est-ce que tu peux raconter, parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off, pour introduire ma question, c'est effectivement le 11, c'est comme ça que démarre ton livre, hein, le 11 juillet 2019, bip bip bip, un signal sonore régulier me tire de mon réveil, j'ouvre les yeux, un plafond blanc, des tuyaux qui me relient à des machines, où suis-je ? Alors je vais peut-être ajouter quelque chose pour que tu comprennes, je veux dire, la chronologie. Bien sûr, voilà. C'est que, en fait, on est en 2018, il me semble, non, 2000, alors, attends, je dis pas de bêtises, 2018 ? En 2018, dans ton livre, c'est là où ta femme t'emmène vers le médecin. Ouais, 2018, en janvier, c'est là où je vais voir mon DG, ou mars peut-être. Et après, ma femme, elle me dit au mois de mai, j'en sais que maintenant, stop, t'arrêtes, je t'emmène chez notre médecin. C'était même pas notre médecin de famille, c'était un médecin qui était un médecin un peu particulier, mais je veux dire particulier, médecin généraliste de formation, mais qui s'est occupé de ma femme parce qu'elle a une maladie, on va dire, auto-immune. Et on est allé chez monsieur. On arrive là-bas et il me dit comment ça va, monsieur Violet ? Et puis je lui parle, je m'effondre en fait. Bon, monsieur Violet, vous faites un burn-out ? Il faut que je vous arrête 1 mois. Pardon ? 1 mois ? Non, ça va pas. Et je négocie avec lui. Une vraie négociation. 1 semaine. Je lui dis 1 semaine, non, 1 semaine. Je peux pas accepter 1 mois, c'est pas possible. Et donc, je repars avec 1 semaine. Mais il me dit, monsieur Violet, vous auriez besoin de... Voilà, faut que vous arrêtiez là, faut que vous arrêtiez de faire le con. On m'a parlé de façon... crue, mais voilà, pour me faire réagir. Et après, cette semaine, je retourne, mais pas chez lui, je retourne chez mon médecin généraliste. Parce que tu te dis, c'est une feinte, il va dire, lui, il va pas m'arrêter 1 semaine. Et je vais chez lui, et en fait, pareil, négociation, et puis il me dit... et puis mon DG, mon PDG me demande combien de temps je suis arrêté. Il m'appelle aussi pour savoir, pour prendre des nouvelles. Et là, on part sur 2 semaines. Il me dit, mais est-ce que vous avez utilisé votre ordinateur ? Je dis, bien sûr, j'ai répondu à mes mails, j'ai répondu à tout ça, logique. Monsieur Violet, vous n'avez pas compris. Il faut que vous arrêtiez. Donc, votre ordinateur, vous le fermez.
Vous retombez plus au téléphone, vous faites plus rien. Vous restez, vous vous reposez. Donc 15 jours passent et je me rends compte que ça va pas mieux. Et c'est là où je pense que je prends conscience et on me donne 1 mois. Et là, j'accepte enfin de m'arrêter 1 mois. T'aurais presque fallu 1 mois pour accepter 1 mois, parce que t'as eu 15 jours plus une semaine, enfin voilà. Ouais. Et donc là, il y a la tension parce que ma société me demande de leur envoyer mon ordinateur. Ils me Tout de suite très rapidement, parce qu'en fait, si tu veux... Parce que c'est assez violent, je trouve, quand tu le racontes dans le livre, en disant... En fait, je faisais le technique, le commercial et le DG en même temps. Ils m'ont remplacé avec 3 personnes quand je suis parti, quand ils m'ont foutu dehors. Ouais, c'est-à-dire que ils en avaient besoin, parce que sans mon ordinateur... il y avait toutes les données dedans, en fait, quelque part. Bon, c'était sensible. Donc je pouvais comprendre, mais d'un autre côté, ça a été très violent. Très violent. Tu le dis dans le livre. Et d'ailleurs, alors pour le coup, avant d'arriver justement donc, au 11 juillet, justement, je me vois écrire dans le livre à ce moment-là, parce que je sais qu'on est en Allemagne, voilà, c'est ici, tu vois. On est en Allemagne quand tu dis, quelques semaines plus tard, une lettre de licenciement avec une échéance à juin 2019 acte la perte de mon emploi. Même si pour le moment je suis encore en arrêt maladie, je sais qu'un jour ou l'autre je basculerai dans le statut de demandeur d'emploi. Ma situation de frontalier me fait douter de la possibilité d'obtenir des allocations. Cette inquiétude me pèse, je n'ai plus qu'une idée en tête, trouver un emploi. Et là je suis assez surprise parce que je sais pas comment, enfin c'était en France, je sais pas comment ça se passe en Allemagne, de se faire licencier lorsqu'on est en arrêt. Enfin je me suis posé, comment ça s'est passé, je trouve ça assez violent quoi aussi. J'étais gérant de la société, mais pas gérant salarié. Et du coup, le droit allemand nous protège beaucoup moins que le droit français. Il faut que les gens le sachent. On a un système en France qui nous protège quand même bien. Mais je crois que c'est à peu près la même chose. Hein. Quand on est gérant salarié en France et gérant d'une société, c'est pas le même statut. Mais bon, je ne sais pas si on a le droit de licencier. Mais moi, en tout cas, évidemment, 1 mois, encore 1 mois, encore 1 mois. Le médecin me dit d'aller voir un psychiatre. Il me dit d'aller voir une psychologue, d'être suivi. Les psychiatres, très compliqué d'avoir des rendez-vous, mais on me donne des médicaments, je ne les prends pas. Combien de temps je vais voir un naturopathe pour me disant, je vais essayer avec un naturopathe que je vais voir 2 ou 3 fois par semaine pendant mon arrêt, d'accord ? Voilà, ça dure combien de temps ? Ben écoute, au mois de septembre, donc 2018 là. Au mois de mai, donc je me suis en arrêt. Au mois de septembre, j'ai ma lettre de licenciement. Ils viennent rechercher ma voiture aussi, directement à mon domicile. Ça aussi, ça a été très compliqué. Là, tu comprends que tout doucement, tu perds pied, et puis que voilà. Puis on te laisse rien. On te laisse rien. Et du coup, écoute, j'essaie de me soigner, mais je suis encore dans le déni. Et je ne veux pas prendre de médicaments. Ouais, donc, et combien de temps tu mets pour aller voir le psychiatre ? Parce qu'effectivement, les médicaments, tu pourrais avoir le médecin. Après, effectivement, du coup, si on ne passe pas par le médecin qu'on voit régulièrement, c'est le psychiatre qui peut te donner des médicaments. Donc, tu fais psychiatre, psy, naturopathe. Donc, je trouve ça intéressant parce que, on en discutait tout à l'heure, c'est que le soin du burn-out, c'est tellement multifonctionnel et ça vient tellement tout dérégler en termes de vie et d'hygiène de vie et fonctionnel que, en fait, c'est pas déconnant d'avoir besoin de tout ça en parallèle. Non, la psychologue, mais la psychologue, je suis pas allé. La psychologue, tu n'y as pas été. J'y suis allé une fois. Ouais, ok. Je suis allé une fois. Après psychiatre, t'as mis combien de temps pour aller voir le psychiatre ? Elle m'a mis en colère. Quand j'étais dans la voiture, j'ai pleuré. Ah ouais, pourquoi ? Elle m'a mis un peu contre mon père, en fait. Voilà. Il y avait quelque chose avec mon père, la relation avec mon père, et j'étais hors de moi. Ok, t'avais le sentiment en pleurs, et j'étais une haine, une colère contre extrême. Ton père ? Ouais. Ah, elle t'a mis en colère contre ton père. Ok. Ok, donc tu dis, j'y retourne pas. Donc je suis pas retourné, non, ça me convenait pas. Et ma femme était avec moi, elle m'a accompagné, elle m'a attendu dans la voiture. Ouais, c'était peut-être trop tôt. Elle voulait pas qu'elle vienne dans le cabinet. Trop tôt d'aller attaquer ces sujets-là à ce moment-là. Enfin, on n'est pas prêt, t'es trop fatigué. Non. Enfin, c'est pas le sujet à ce moment-là. Ok. Un psychiatre, très compliqué, mais j'ai quand même été voir un psychiatre. T'as mis combien de temps pour un psychiatre ? Parce qu'effectivement, en France, c'est pareil. C'est très long pour avoir un psychiatre. Trop long. Ouais. 3 mois, je crois, avant d'un psychiatre. Donc, mon médecin généraliste, il me donne des antidépresseurs, il me donne des antioxydolytiques, voilà. Tu veux pas mais prendre ? Je les prends pas. Ok. Tu les prends pas, pourquoi à ce moment-là ? C'est hyper intéressant parce que moi, pour le coup, pareil, on me les a donnés, je le raconte souvent. Mais je me dis, je vais m'en sortir sans. Ouais. Et alors moi, pour le coup, j'en ai jamais pris. Et puis, j'aime pas la partie médicaments. chimie, etc. Chimie, non ?
Est-ce que c'est une histoire aussi de perte de contrôle ou pas à ce moment-là, à travers tous ces médicaments-là? On les voit pas comme une aide, mais non, c'est vraiment la partie chimie dans le corps et puis j'en ai pas besoin, quoi. C'est plus j'en ai pas besoin. Ouais. Et puis c'est aussi le rapport aux médicaments. Ouais, chimie, les deux. Ok, je comprends très bien. Naturopathe, intéressant parce que Didier, le chimien en parlait aussi. Lui, il s'occupe et souvent, en plus, il renvoie. Moi, il m'avait renvoyé des patients sur la partie coaching, il avait envoyé des naturopathes aussi, etc. Donc, ça montre que c'est vraiment un sujet pluridisciplinaire. Oui. Pourquoi tu décides d'avoir une naturopathe? En fait, en plus, c'est mon beau-frère. Ok, donc en plus de ça, qui est à peu près à 1 heure de voiture. Ok. Et j'avais confiance en lui. Okay. Il avait d'ailleurs acheté une nouvelle machine qui utilisait les spationautes dans l'espace, voilà, pour quand il revenait. Réaliser tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses. Faut savoir quand on part dans l'espace, attention, il y a beaucoup de dérèglements au niveau on va dire fonctionnel et métabolisme. Donc il avait acheté une machine qui avait peu de médecins ou peu de naturopathes et voilà. Donc j'étais chez lui et il me donnait aussi des compléments alimentaires. Donc voilà, il avait une approche qui était différente et moi ça me convenait. Ok. Et je creuse un peu parce que souvent tout le monde n'en parle pas. Et c'était quoi l'approche que tu avais au niveau naturopathe? C'était plus donc les compléments, donc on tient le soutien physiologique à ce moment-là parce que quelque part voilà, on s'est écroulé. Hein. T'avais fait des prises de sang, des bilans sanguins? Non. Ouais, ok, donc c'est pas systématique, c'est intéressant, je trouve. Et quoi d'autre? Parce que alimentaire peut-être ou le naturopathe? Ouais, alors après, il me conseillait peut-être plus certains aliments que d'autres, évidemment. Ouais. Après, il y avait tout ce qui est oméga 3, qui me semblait indispensable, notamment pour tout le système des neurones neurologiques. Ouais. Voilà, les neurones, c'est important, les oméga 3, on n'en a pas assez chez nous, encore moins en Alsace que chez vous, ici. Après, c'était également, il me donnait pour le sommeil mélatonine. Ouais. J'avais également pour le sommeil, mais également pour, si tu veux, tout ce qui est le calme, la sérénité. Donc certaines vitamines. Je ne peux plus dire exactement lesquelles. Mais je trouve ça intéressant, c'est effectivement la partie très chimique, médicamenteuse du médecin, non. Mais effectivement, la partie plus holistique, plus douce du complément alimentaire par le naturo, c'est entendable à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. C'est intéressant, ouais. Oui, et puis bon, mes parents sont dans le médical et eux ont commencé les compléments alimentaires depuis plus de 15 ans, donc je suis aussi baigné là-dedans, donc je suis aussi sensibilisé à tout ça. Okay. Donc ça, ceci explique cela également, tu vois. Pourquoi je vais plutôt sur quelque chose d'un peu différent peut-être que d'autres personnes. Et donc, il y a tout ce début de protocole, donc il y a quand même le psychiatre, tu le dis. Donc au bout de 3 mois, tu as le psychiatre. Qui me donne la sertraline que je ne prends pas. Alors, c'est le médecin ou le psychiatre qui t'avait donné le psychiatre. Ah, ok. Donc tu ne prends pas, tu fais tes séances. Je dis ça parce que il se passe quelques mois, parce que arrive le 11 juillet 2019, où là, effectivement, la détresse est telle que tu décides je crois que tu prends des médicaments, justement. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que... J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé entre, tu vois, est-ce que tu serais OK d'expliquer entre, finalement, je suis arrêtée, je suis plus dans mon environnement de travail, mais en même temps, c'est la manière dont la fin se termine est un peu délétère entre on récupère l'ordinateur, la voiture, je suis encore dans le déni, ça a été un peu forcé cette décision, mais physiologiquement, j'y arrivais plus. Le début de soins qui arrive jusqu'au 11 juillet 2019. Alors, j'ai 9 mois de préavis. Donc en septembre, j'ai une lettre, 9 mois de préavis. Là, je vais chez le naturopathe. Ok. Tout le intéressant. Tout le temps. Septembre, 9 mois de préavis, donc ça amène bien à juillet, à peu près. Ça amène à juin. À mai. Mai-juin, voilà. Mai-juin. Ok. D'accord. Et je vais voir ce naturopathe, je vais dire mon beau-frère, et je vais le voir. J'ai quelque chose de très marquant pour moi. Quand la France joue la Coupe du Monde, je crois en quart de finale, attends, je ne dis pas de bêtises, quart de finale, je crois, contre l'Argentine. Je suis chez mon beau-frère. Coupe du Monde 2018, on est à l'été, hein, on est d'accord. Ouais. Je suis chez mon beau-frère, je suis un fan de sport. Voilà, ça m'intéressait pas. Mais par contre, je suis sur sa table et j'entends les gens crier dans leur appartement contre la France. Je crois qu'elle gagne 3-2 à la fin. Ça a été de la folie ce match. Et si tu veux, c'est comme si j'étais complètement absent. Et là, je me rends compte à quel point je suis dans un état second. Et même ça me... De goût à rien. Ouais. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'odeur, rien. Et d'ailleurs, la finale, je la vis chez mes parents, mais parce qu'ils me demandent absolument d'aller chez eux. Mais je repars sans... Ils gagnent. J'aurais fêté ça avec les potes, j'aurais allé dans la ville et tout. Ça m'a procuré rien du tout. Aucune émotion. Ah ouais. Aucune.
Là, on est encore anesthésié, quoi. Ouais. Ok. C'est un moment fort pour moi qui adore le sport. Qui est symbolique, en tout cas. Et symbolique, ouais, en tout cas. Donc, je me reprends quand même, je vais mieux. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de retrouver un boulot. Tu le dis, tout le long. J'ai un ami qui est consultant en plus. Très vite, c'est... ce que je te disais en introduction et je te parlais tout à l'heure, c'est que tout le long, il y a ce soin. Je sens que tu t'expliques qu'il faut que tu te soignes, mais la question un peu obsessionnelle qui revient assez vite, c'est faut que je me remette sur pied pour retrouver un boulot. Mais c'est clair. C'est vraiment le matrixage, il est là, quoi. Ouais. La honte aussi de rien Pôle faire. emploi. Hein. Je veux dire, on en parle de Pôle emploi, mais pour moi, D'être c'était chômeur. la honte d'être chômeur, quoi. Ouais, toute l'image qui est autour de ça, quoi. Tu te dis pas, j'ai cotisé, j'ai le droit d'être comme non, ça. Absolument pas du tout. Absolument je te dis pas. Parce que moi, pour le coup, tu vois, moi, j'ai bossé. J'ai commencé à 17 ans, j'ai fait de l'alternance. Enfin, en gros, j'ai tout le temps bossé. Et je crois que je suis partie 3 mois à l'étranger après mes études. Et après, j'ai enchaîné tout de suite, etc. Donc, nature bosseuse. Et tu vois, pour le coup, pourtant avec papa entrepreneur, etc., donc autant te dire que tu as des images quelque part, hein, le rapport au travail, etc. On n'est pas là pour être en colère contre nos parents, mais l'environnement et notre environnement proche façonnent notre regard, comme tu disais pour tes parents tout à l'heure, sur le travail. Et tu vois, au départ, moi, j'ai eu l'arrêt maladie. Avant le chômage, j'ai eu quand même l'arrêt maladie qui a été long. Pour le coup, moi, je l'ai eu pendant plus d'1 an, entre 1 an et 1 an et demi. Et comme il y a eu le Covid, j'ai eu quand même la chance de ne pas être confrontée au regard social. Parce que forcément, en étant enfermée, t'es plus. Mais effectivement, j'ai eu des fois où, avec mon ex-compagnon de l'époque, quand je sortais et je devais me présenter, c'est ce fameux... quand tu rencontres des gens, c'est quoi ton prénom ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et là, tu fais, je fais rien. Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais ça, j'étais en arrêt maladie. Mais assez vite, pour le coup, moi, je l'ai basculé autrement. J'ai senti pour la première fois de ma vie, que ce soit le moment de l'arrêt maladie et après le chômage, qu'il fallait absolument que je prenne ce temps, que c'était presque un cadeau de la vie, là où moi, j'avais pris l'autoroute sans jamais vraiment me poser de questions. Au contraire, mon chômage, je l'ai eu parce que moi, pour le coup, j'ai fait une démission. Et après, j'ai monté un dossier de démission pour création d'entreprise. Parce que pour le coup, en finance, j'ai aidé à créer des entreprises pendant des années, donc créer une entreprise, et je voulais monter un projet. Un projet vraiment de maison de soins, maison de santé, enfin un truc, quand je dis par rapport au sport, à l'hygiène de vie, tu vois, des trucs qui te gardent quand même. Puis arrivé le Covid, et pour le faire, c'était quelque chose d'ambitieux où il fallait avoir un loyer très cher en pro, tu vois, pour pouvoir, voilà. Donc arrive le Covid, donc forcément, je vois bien que mon projet, allait pas forcément être viable avec ce qu'on est en train de voir là. Il y avait un truc, je me suis dit, oula, ça corrèle, ça marchera plus. Mais moi, pour le coup, j'ai pas eu cette culpabilité. Assez vite, j'ai trouvé une phrase pour désarçonner un peu les gens. Tu fais quoi dans la vie ? Je profite de la vie. Je vis la vie, tu vois, parce que c'était le moment, parce qu'on va pas se mentir, on en parlait tout à l'heure. Quand on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel est le travail que je vais trouver ? La vraie question derrière, pour moi, souvent qu'il y a, c'est de la survie. Plus que du sens et du plaisir, c'est comment je vais pouvoir subvenir, vu qu'on parle des premiers mots de ta vie d'avant, tu vois. Pour moi, il y a souvent un rapport de comment je vais subvenir à ma survie. Et donc derrière, ma survie financière et ma survie de reconnaissance, hein, dont tu parlais. Je sais pas si ça te parle. Si, bien sûr. Ça me parle énormément. Et donc au détriment, quelque part, de notre propre santé. Parce qu'à ce moment-là, physiologiquement, tu n'étais pas encore rétabli. Non. Je pense pas. La preuve. T'as vu ce qui s'est passé après. Donc, non, j'étais pas prêt. C'est certain, j'étais pas guéri. Et qu'est-ce qui faisait précipiter justement ça ? Je suis là, j'étais là pour la famille, j'ai toujours été là. C'est ça ? Je retrouve un boulot, donc j'ai une maison à payer, j'ai 2 enfants, j'ai une femme qui est au foyer. Donc, faut que t'assures. Faut que ça assure. T'as vraiment ce truc de c'est à moi d'assurer, je peux pas flancher. Oui. C'est sur moi que ça repose, quoi. Ouais, tout à fait. Une autre forme de pression. Ouais, une pression que, de toute façon, on est nos pires ennemis. On nous met... Tu sais, je pense que même une personne comme moi, on n'a pas besoin de quelqu'un qui te mette la pression. Non. Tu te la mets déjà des fois. Je vois très bien. Tu te la mets déjà toi suffisamment pour que tu n'en as pas besoin au-dessus de toi. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais. Et du coup, ouais, ça a été, je pensais aller mieux, mais j'allais mieux. Oui, t'avais un peu avancé. Ouais, j'avais un ami qui est consultant, donc en ressources humaines, qui m'avait vu une première fois, qui m'a dit là, moi je peux rien faire pour toi parce que t'es pas bien. Et après, il a vu que j'allais mieux, on se voyait régulièrement, et c'est là qu'il m'a dit bon, je t'aide à refaire ton CV, et j'ai trouvé en fait ce boulot de directeur commercial pour une société allemande. Donc là, t'as été arrêté seulement, parce que je le dis exprès, hein, seulement combien de temps ? Parce que là, tu reprends à quel moment ? Alors, j'étais arrêté au mois de mai, presque 1 an. Quand même. Presque 1 an quand même. Donc là, tu
tu retrouves dans cette société. Ok, je te laisse nous raconter la suite. Bah écoute, je crois que ça se passe pas tout de suite, ça se passe pas, tu sens que ça se passe pas très bien, rapidement. Disons que ça se passe déjà, dès le début, ça se passe pas très bien. Déjà, il y a des accords, les Allemands ont une manière de rembourser les frais qui sont pas de la même façon que chez nous. Je vois que ça lui pose des problèmes. Et quand j'arrive là-bas, c'est quelqu'un de très froid, alors qu'il était plutôt chaleureux quand il était venu me voir. Donc j'ai une autre personne en face de moi, en fait. Complètement indifférent. Et toi, on l'entend, hein, t'es très sensible à l'humain. Ouais. Enfin, on l'entend, ouais. J'ai besoin de ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et après, quand j'étais pendant 2 semaines de formation chez eux, j'arrivais pas. J'arrivais pas à apprendre, j'arrivais pas à m'imprégner des produits, j'avais beaucoup de difficultés. Et sans se rendre compte, troubles cognitifs. Hein. C'est tout le sujet cognitif, la mémoire, la récupération. En plus, dans une langue étrangère, tu vois. Exactement, qui n'est pas ta langue maternelle. Très compliqué, très compliqué. Je m'arrêtais, je sais pas combien de fois, quand j'étais en voyage, je me suis arrêté, je sais pas, tous les 200 km parce que j'avais besoin de m'arrêter, j'arrivais plus. En termes de concentration. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas toujours assez, parce que les troubles, il y a la fatigue qui met du temps à revenir, hein, vraiment, le rapport au corps, l'énergie du corps. Mais ce qui est souvent le pire, c'est tous les troubles cognitifs qui sont très difficiles à détecter parce qu'on ne sait pas d'où on est parti et on ne sait pas jusqu'où on a épuisé. Moi, je sais que ce qui a été le plus long à récupérer de mon burn-out, ça a été... Alors, mon rapport au temps, aujourd'hui, j'ai quand même du mal à avoir des agendas avec plein de rendez-vous ou des choses différentes en termes de tâches. Comme toi. Là, pour le coup, tu vois, même si je retravaille, je marche beaucoup en bloc. Il faut que j'ai beaucoup d'espace dans ma journée. Moi aussi. Si c'est trop chargé avec des choses différentes, ça me tend. Vraiment, c'est un truc que j'ai gardé alors qu'avant... Même des angoisses. Hein. C'est comme une forme de trauma, tu vois, c'est voilà. Bien sûr. Je pense que j'ai récupéré beaucoup de mes facultés de mémoire, vraiment. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup perdu, que j'ai mis du temps, même plusieurs années à récupérer. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, ça va, parce que je pense que je fais ce que j'aime. Mais ça a été quasiment, je pense que la concentration et la mémoire, ça a été le plus long à récupérer. Tu vois, la notion du temps dont je te parle, je sens que c'est quelque chose qui est un peu tendu encore pour moi. Il faut que je sois libre d'organiser mon temps. Il faut que je sente que mon temps, je puisse l'articuler un peu comme je veux dans ma journée. Si elle est trop blindée de trucs à droite, à gauche, je me tends. Mais le plus long à revenir, ça a été mémoire et concentration, parce que je pense que ça a été littéralement détruit, vraiment sorti du burn-out. Et c'est ça. Et ça, on a du mal à le mesurer. Et donc, du coup, lorsqu'on ne fait rien, entre guillemets, parce que j'aime pas le dire faire rien d'ailleurs, lorsqu'on est au repos, mérité, après justement un effondrement, on l'utilise moins, parce que forcément, on ne l'utilise pas comme on l'utilisait dans le monde du travail. Donc, on ne se rend pas compte de cette perte massive qu'on peut avoir. Et là, tu te retrouves en situation où tu te rends compte, du coup. Les ruminations, la nuit, je dormais pas bien. Et je me rends compte qu'en fait, quand tu vas faire une formation chez le commercial qu'ils ont en France, je me rends compte qu'en fait, ils briguaient le poste. Donc j'arrive là-bas et je me rends compte qu'en fait, lui, il aurait voulu avoir ce poste. Et là, c'est évidemment compliqué. Comment tu fais pour gérer quelqu'un ou manager une équipe Ils avaient juste 1 ou 2 personnes, pas plus. Et développer une activité alors que tu as quelqu'un qui voulait prendre le poste à qui... ça va pas t'aider, quoi. Ça va pas t'aider. Donc là, je me rends compte que de toute façon, ça le fera pas. Donc très compliqué. C'était un peu le panier de crabe, quoi. Et moi, certainement pas vraiment guéri, t'imagines voilà, tu le vis mal, et puis je vois quand il me forme que j'ai du mal à retenir les choses, vraiment difficile d'être présent aussi, voilà, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, comme tu dis, et ouais, ça a été l'enfer, quoi. Je trouvais que c'était l'enfer. Et retourner encore en Allemagne après, l'enfer. Franchement, j'étais très mal. Et je me rendais bien compte qu'il se rendait compte d'eux. Et je pense que même qu'elle se dit, mais ce mec, est-ce qu'il est capable, tu vois, même au niveau intellectuel, tu comprends ce que je veux dire Est-ce qu'il est à la hauteur ? Mes facultés à moi, les remettre en cause parce que j'étais pas moi-même. Et je le sentais qu'il le sentait. Et moi, je me sentais là, désarçonné. Je me disais, purée, mais Jean-Cédric, t'arrives pas, quoi. T'y arrives pas. Et malgré toi, tu fais tout pour, mais t'y arrives pas. C'est un sentiment d'impuissance qui est waouh, qui est vraiment violent en plus. Ouais, et t'es mal à l'aise, quoi. Ouais, c'est violent aussi. Tu te rends compte que t'es pas guéri, en fait. Tu te rends compte que t'as encore beaucoup de choses à faire. Tu parlais de mémoire, les séquelles. Moi aujourd'hui, les prénoms, j'ai beaucoup de mal.
Je t'assure, c'est terrible. Je fais du crossfit avec des personnes depuis maintenant un certain nombre d'années. Les prénoms, c'est une catastrophe. J'arrive pas à m'en souvenir. Donc, j'ai les séquelles. La technique, tu donnes Et des je leur dis surnoms. aux gens. Tu donnes des surnoms à tout le monde. Excuse-moi, mais voilà, j'ai vraiment du mal à retenir les prénoms. Soyez indulgents, voilà. Mais j'ai des Bien sûr, je comprends. difficultés. Comment tu sors de là et où pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui fait que là, finalement, c'est hyper intéressant ton témoignage du retour au travail trop vite. Parce que, comme tu l'as dit, il y a un retour au travail qui est... On a envie de dire 1 an, c'est pas précipité, j'ai pris 1 an. Ouais, mais en fait, comme tu disais, t'as tenu 10 ans, en fait. Et donc, 1 an par rapport aux 10 ans, finalement, c'est pas grand-chose. T'es dans un environnement où, t'entends humainement, on sent qu'il n'y a pas un match complètement adéquat. On sent qu'il y a des facultés cognitives qui n'ont pas été totalement réparées, soignées, récupérées. Comment ça se passe du coup ? Écoute, je dois avoir un call. Tu continues, t'arrêtes, comment ça se passe ? Je dois avoir un call avec lui. Le patron, quoi. Ouais, avec le directeur export. En fait. Et je sens la tension. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il faut que je lui dise que ça va pas, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on travaille ensemble. Là, c'est une question de courage, mais je me sentais cette pression monter. Et ma femme doit aller avec ma fille chez le pédiatre. Et elle me dit quelque chose qui me fait peut-être basculer. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais de façon inconsciente. Elle me dit, Jean-Cédric, non, tu vas quand même pas, maintenant qu'on a les vacances bientôt qui arrivent en Italie, et que c'est la première année, l'année d'avant, que nous ne sommes pas allés en Italie avec mes enfants et ma femme, tu vas pas, en fait, si tu veux, refaire la même... Je veux dire, moi, j'ai besoin d'Italie, les enfants ont besoin d'Italie, on va pas mettre on va pas, mettre le pas projet, y aller cette fois-ci. Le projet en péril, quoi. C'était... Et là, je suis en porte-à-faux. Pourquoi parce que j'ai envie d'arrêter mon activité. Ouais. Ma femme ne souhaite pas que je l'arrête. Et du coup, je sais plus quoi faire. Tu souffres. Et c'est là que ma femme part de la maison. Et que je décide de prendre ses médicaments. J'étais, en fait, si tu veux, comme dans une impasse. Et c'est la première fois qu'avec ma femme, on n'était pas d'accord. Ouais, parce que... Là, on était en dissonance, on n'était pas d'accord. Et là, ça faisait trop. J'entends vraiment la peur, la détresse de décevoir. Tu vois, vraiment, je l'entends, que ce soit dans l'entreprise où... Et là, tout d'un coup, tu l'as dit, presque le coup de grâce avec ta femme et ta fille, et de dire j'empêche ou décevoir, et ça devient trop dur, là. Ouais. Au lieu de vivre encore cette souffrance. Tu dis cette phrase dans ton livre où tu parles pas de souffrance, tu dis tout d'un coup, je veux que le temps s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Voilà. Et tu le dis, le temps, donc les médicaments, c'est... Je crois que, je sais pas si tu le dis comme ça dans le livre, mais comme si c'est pas une conscience d'arrêter la vie, mais c'est une conscience d'arrêter le temps qui fait souffrir. Je sais pas si... Oui. Je pense que mon intention, c'était pas de mourir. Ouais, parce que c'est ça que je comprends dans le livre, parce que je suis pas une spécialiste, voilà. Mais un ordinateur, éteint. tu l'éteins. Voilà. C'était me mettre en mode off. Ouais. Il fallait que tout s'arrête. Mais comment je fais pour tout arrêter dans un environnement qui va à 200 à l'heure, avec les responsabilités à la fois, on va dire, de la famille, mais également, on va dire, au niveau professionnel. Et tu vois, on en discutait tout à l'heure. C'est comme un trop-plein. Hein. Ah ouais, mais je l'entends. Donc là, effectivement, on est en juillet 2019, tu te réveilles à l'hôpital, pour le coup. Et, bizarre. Ouais, c'est-à-dire parce que tu te réveilles et puis tu as ces appareils-là, c'est pareil, c'est encore de nouveau violent, mais tu commences tout doucement à prendre conscience que tu es à l'hôpital et ça fait bizarre. En fait, c'est comme t'es endormi et à un moment tu te réveilles et tu sais pas où t'es. Et tout doucement, tu regardes, tu bois ton pouls, t'entends la machine qui est là, t'es dans un lit d'hôpital, il y a personne en face de toi, t'es seul avec toi-même. Voilà, c'est assez... c'est particulier. Pour pas on va pas refaire toute la scène, etc. Les gens qui veulent voir, on s'en fiche, voilà. Le livre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, à ce moment-là, tu parlais de cette détresse, je sais pas si tu as la réponse, mais qu'est-ce qui a fait que, au lieu de se dire, tiens, je vais chercher une autre forme de soutien,
t'es plutôt pris la décision de je vais le dire comme ça, je vais éteindre l'ordinateur. Tu pourrais l'expliquer parce que J'appuie sur le bouton. Ouais, où j'appuie sur le bouton, voilà, où j'éteins l'ordinateur. Je dis ça parce qu'on a eu cette conversation en off en disant, tiens, on parlait tout à l'heure de les femmes sont plus touchées que les hommes, burn-out, on me donne la parole, etc., etc. Mais j'aurais dû chercher les stats, au pire, on le mettra en légende, mais les hommes, autant les femmes sont plus touchées, effectivement, statistiquement, par le burn-out, parce qu'elles en parlent plus, parce qu'elles vont moins jusqu'à la tentative de suicide. Elles vont moins jusqu'à j'arrête le bouton off de l'ordinateur. Les hommes, pour le coup, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a ce rapport aussi de société. Et pourtant, tu avais déjà fait appel à de l'aide préalablement. Il y a toute cette pression autour de la masculinité, d'un homme fort qui doit tenir, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui passent par d'abord j'éteins l'ordinateur plutôt qu'effectivement de faire appel à l'aide pour essayer d'effectivement de trouver une manière de sortir de cette détresse. Comment t'as un mot là-dessus ou Échec. Échec de quoi? De ne pas avoir réussi à faire face à mon rôle de père, à mon rôle de mari, mon rôle de manager, mais avant tout au rôle de père et de mari, qui est là pour moi, c'était ça, en fait. Ouais, c'est vraiment l'image que tu avais, c'est une perception d'échec. Et je trouve qu'on ressent moins dans ton livre que quand tu le dis là, de se dire, tu le dis, pas être à la hauteur ou de décevoir, on retrouve ça, quoi. Et là, je sais pas si c'est la décevoir, mais c'est surtout par rapport à toi. moi-même. Hein. Ouais, c'est une honte c'est pas personnelle. Par rapport à ma femme ou bien mes sûr, enfants. Bien c'est sûr, par rapport à moi. C'est vraiment par rapport à moi. Et finalement, donc, tu te retrouves sur ce lit d'hôpital et tu le dis, là, tout d'un coup, tu pars en psychiatrie, en hôpital psychiatrique. Oui, alors ce qui moi m'a le miroir, c'est les deux psychiatres devant moi, à un moment, qui viennent dans ma chambre. Lorsque tu es encore moi, je me suis réveillé, je sais pas, pendant 1 heure, voilà, je suis 1 heure tout seul. Mais en fait, quand tu es dans un hôpital, tu es directement dans un hôpital psychiatrique Non, dans un hôpital classique. Non, j'étais dans l'hôpital de Haguenau, là-bas. Et, mais on va dire en surveillance, hein, voilà. Et ils voient, je pense que les infirmières voient que je me suis réveillé, et du coup, elles me disent rien, et elles appellent les deux psychiatres de l'hôpital. Et ces femmes arrivent dans la chambre, et elles me disent d'abord comment ça va, voilà. Et la première chose qu'elles me demandent, c'est est-ce que vous êtes prêts à voir votre femme et vos enfants? Pardon? Oui, sachez que parfois, y a des gens, ils ne veulent pas voir leurs proches quand ils ont fait une tentative. Ah bon? Écoutez, je lui dis bien sûr, évidemment. Et là, quand il rentre dans la chambre, je craque, je pleure. Et ça me fait du bien de les revoir. Et après, elle me pose une autre question qui m'a aussi beaucoup envoyé le miroir dans la figure, là, qui me dit... Monsieur Violet, vous avez quand même fait une tentative de suicide. Sachez que même si je vous pose la question, on ne vous laissera pas le choix. On pense que vous devez aller dans un institut. On veut vous envoyer à l'Epsan dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors je dis, mais est-ce que j'ai le choix? Non, vous n'avez pas le choix. Je dis, écoutez, si vous pensez que c'est ce qui est le meilleur pour moi, oui, je suis OK pour que j'y aille. Et je trouve que dans ton livre, tu en parles avec vraiment beaucoup de douceur et bienveillance. L'hôpital psychiatrique n'est pas une prison de fous, c'est simplement un endroit qui accueille l'humanité en souffrance psychique. Ouais. Il y a toute ma sensibilité d'un monde que je connaissais pas et que j'ai appris à connaître pendant 3 semaines. Et tu racontes finalement la connaissance des personnes autour de toi, les liens qui se font. Ouais. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans cet endroit où on avait stigmatisé ce qu'était l'endroit. Et à un moment, on en fait partie. Et tout d'un coup, on comprend comment ça se passe. Et je trouve que tu en parles avec beaucoup de douceur et de bienveillance dans ton livre. Ça me révolte les gens qui en parlent mal. Et j'ai lu un livre qui en parle très mal. On va pas leur faire la pub. Non, donc, on va pas le dire. Certainement pas. Mais c'est là la sensibilité. J'ai réussi à communiquer parfois avec des gens sans parler. Écoute, j'arrive là-bas, évidemment, je suis pas bien, mais je suis pas le seul.
Et tu arrives dans un réfectoire. Moi, je parle pas des médicaments, toute la procédure. On m'enlève mon téléphone, tout, je comprends pas. Mais oui, vous avez fait une tentative de suicide. Encore un miroir dans la gueule. J'ai le droit à rien dans la chambre. Mais je vais pas faire une tentative, tu vois, dans ma tête, c'était... Voilà. Bon, je vais me soigner, donc je compte pas y retourner. Je suis là. Mais eux, ils t'enlèvent tout. Mais eux, ils m'enlèvent tout. Dès là, putain, ça fait bizarre. Et puis quand tu vas dans ce réfectoire, où voilà, les gens parlent pas. C'est le silence. J'ai quelqu'un à côté de moi. Personne ne parle. Personne ne parle. Ou il y a des tables, il y en a qui parlent, mais moi je suis avec des gens qui parlent pas, quoi. Ça me fait bizarre. Et au fur et à mesure de l'expérience, je sympathise avec certains, je parle avec d'autres, et je me rends compte que même parfois en faisant des jeux de société, des gens qui parlent pas beaucoup ont une intelligence incroyable en jouant à des jeux différents, tu vois, mais et puis il y a des gens qui ont une hypersensibilité, c'est celui-là je peux pas le voir, celui-là il est méchant. Et je ressentais la même chose, mais lui, on décuplait. Ouais. Il y avait quelqu'un qui s'automutilait. Mais j'ai discuté avec des jeunes, puis là, une femme qui avait 25 ans, qui était, pareil, en burn-out pour la 3e fois, en dépression. Ouais. Il y avait des alcooliques. Il y avait tout. Bah, si tu veux, ça me fait prendre conscience de 2 choses. La première, que j'avais eu beaucoup de chance. Parce que j'ai des parents qui étaient quand même là pour moi et qui m'ont jamais fait manquer de rien. La deuxième chose, c'est il y en a qui n'avaient pas de visite. Là, tu dis, t'en avais et moi, j'en avais jours. tous les jours au moins. Mais pas seulement de mon épouse et de mes enfants, mais également de mes amis, de mon entourage, des voisins, des gens qui étaient au courant, pas tout, mais qui étaient au courant que j'étais là. Là, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Et ce soutien, il est essentiel pour se reconstruire. Bien sûr. Sans amour, mission impossible, je pense. Honnêtement, là, faut dire mission très difficile, en tout cas. Je dis pas mission impossible, mais mission difficile. Mais je sais plus où je lis, c'est toi qui le mets dans ton livre à la fin, où je sais plus ce que je lis beaucoup en ce moment, où justement, que ce soit n'importe quelle maladie, d'ailleurs, cancer ou autre, non, je crois que je l'ai lu dans un autre bouquin, que même quelqu'un qui a une maladie quelle qu'elle soit, ou même un cancer, celui qui va le vivre seul a beaucoup moins de chances de survie que quelqu'un qui vit une maladie entouré. On le rappelle, on est des êtres de lien. Je pense que depuis tout à l'heure, si les gens n'ont pas compris en fil rouge que tu as un côté très humain et que le lien est très important pour toi, je pense que, et d'ailleurs, c'est ce que tu racontes de ton expérience en hôpital psychiatrie. Et que je pense que... Et ce qui est intéressant, on le lit dans ton bouquin, c'est pas que les gens fassent d'amalgame, c'est-à-dire que ce geste de janvier 2019, tu l'as dit, c'est un rapport de toi à toi, d'échec. Et en même temps, on sent tout le long du livre le lien indéfectible et le soutien de ta famille et de ta femme, je trouve, tout le long, en termes d'échanges, même après, tout ce que tu vas après mettre en place après, dans les échanges, dans ce que tu vas décider d'entreprendre, de faire, la curiosité, l'échange permanent, et la communication avec ta femme tout le long, quoi. Ouais. C'est le ciment, ça, la communication. Ce que je voudrais, c'est que... J'aimerais te partager encore quelque chose. Ouais, vas-y. Mais t'es là, c'est ton moment, ouais, complètement. Il y avait un trisomique aussi. Un peu trisomique, un garçon, mais qui avait besoin d'affect. Tu sais, c'est assez particulier. Ouais. Parfois, il fait une crise de colère, mais après, il y a des changements de comportement énormes. Et à la fin de mon séjour, je me rappelle qu'il m'aimait beaucoup. Et il m'a pris dans ses bras et il sentait que je voulais du bien, quoi. Et tu vois, c'est des moments qui sont vachement forts, quoi. Et même moi, mon regard, maintenant, quand je vois quelqu'un qui est qui est handicapé, une personne qui peut avoir un handicap quel qu'elle soit, ou même quelqu'un qui a une trisomie ou autre, je les vois plus du tout de la même façon. Oui. Ça m'a complètement transformé. J'avais peut-être honte, tu vois, même d'aller vers eux. Là, pas du tout, quoi. C'est vraie compassion. Tu vois, c'est pas de la honte. Du coup, j'ai pas de la pitié. Ouais. J'ai juste envie quand même de les prendre comme des gens, une vraie compassion, comme les autres, et d'aller leur poser des questions, même parfois si ça peut déranger. Voilà, donc beaucoup plus humain qu'avant, en fait. Justement, ce que je disais, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, tu as vraiment trouvé beaucoup d'humanité parmi les patients en psychiatrie, etc. Ce qui est intéressant avec ce que tu as vécu, c'est qu'est-ce que le monde du travail, tu vois, pourrait apprendre des lieux comme la psychiatrie, cette humanité,
Parce que c'est un écosystème, finalement, la psychiatrie, avec, comme tu dis, il y a des gens qui ont une intuition, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, dans ces lieux qu'on a beaucoup stigmatisés, pour le coup, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues, est-ce que finalement, on aurait des choses à apprendre et qu'on pourrait mettre même ces valeurs-là, transposées de manière générale, même dans le monde du travail? Je pense que moi, il y avait des infirmiers, des infirmières. Merci à elles, merci à eux. Quand je suis arrivé, le premier soir, il y a quelqu'un qui est resté au moins 1h30 à parler avec moi pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. C'est des gens qui sont formidables. Je ne serais pas capable de faire leur travail. Mais heureusement qu'ils sont là. Et je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à témoigner. Ils auraient beaucoup de choses à nous apprendre sur ce monde-là. Parce que c'est le parent pauvre aussi. Quel dommage. Ouais, tous ceux qui ne peuvent pas produire pour la société, allez, on met ça dans un endroit là, faites pas trop de bruit, limite on le stigmatise un peu pour que ça fasse pas trop peur, qu'on n'entende pas parler. Alors comme tu dis, c'est un monde de générosité. Alors attention, ça doit être dur, il y a des moments où ça doit être un peu brutal, il y a ce silence, attention, c'est pas le monde des bisounours, mais par contre, en termes d'humanité, il y a certainement beaucoup de choses à retenir de cet espace. Et puis, pour te dire, on n'est pas à l'abri. Non. Personne n'est à l'abri. Que ce soit l'alcool, que ce soit les addictions, que ce soit, on va dire, les drogues, toutes les addictions qu'on peut avoir. Mais le travail est une addiction, hein. Le téléphone est une addiction, enfin, c'est des addictions. Et puis même, je dirais, l'épuisement. L'épuisement professionnel, j'aime pas le mot, moi, trop, parce que c'est pas que professionnel, mais voilà, l'épuisement humain. Ça peut arriver à tout le monde. Et de plus en plus, même aux plus jeunes, tu parlais de la jeune fille de 25 ans à l'hôpital, aujourd'hui on voit la détresse des jeunes en études ou à l'école. Aujourd'hui, les problématiques de santé mentale et d'effondrement psychique commencent beaucoup plus tôt que ce ne l'a été à ta génération puis la mienne aujourd'hui, quoi. J'étais même devenu un confident à cette fille, tu vois, on parlait ensemble, mais je me rendais compte que c'était compliqué, extrêmement compliqué pour elle. Qu'est-ce qui t'a... À partir de là, donc, tu fais tes 3 semaines, tu sors. Oui. Et qu'est-ce que j'ai eu du mal à sortir? C'était tellement bien. Ouais, mais c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup dans les films, les trucs, les gens veulent sortir ou des trucs horribles. Tu rigoles, moi j'étais bien, c'était mon cocon, j'étais protégé, j'étais suivi, tout le monde s'occupait de moi. Génial. Là où on est tous... tu sais, la conversation qu'on a eue tout à l'heure, la notion... La peur de l'extérieur. Ouais, il y a ça, mais quelque part... Quand tu dis tout le monde s'occupait de moi, il y avait cette décharge. Là où je trouve qu'on est dans une société qui nous surresponsabilise sur la prise en charge du soin et qui nous fait porter la responsabilité de nos soins individuellement. Là, tu viens de le dire, c'est-à-dire que tu es dans un espace où à ce moment-là, tout d'un coup, ce n'est plus que sur mes épaules. Tout d'un coup, je suis pris en charge dans un espace où on s'occupe de moi pour aller mieux. Ça n'est plus que sur mes épaules à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un énorme soulagement. C'est un énorme soulagement. Mais je trouve important de le dire parce que, pour le coup, toi, dans les problèmes de santé mentale et de burn-out, tout le monde ne passe pas par la case hôpital de psychiatrie. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est que le burn-out, c'est un effondrement qui est global. Et donc, si on voulait vraiment être soigné de manière globale, il faut une armée multidisciplinaire pour relever l'effondrement. Parce que l'effondrement, il est à tous les niveaux. Donc, il faut remonter tous les étages. Et lorsqu'on est dans une médecine aujourd'hui qui est en silo, globalement, alors qu'on est dans un humain qui a une santé fonctionnelle et globale, en fait, il faut quand même beaucoup de gens pour faire remonter un peu tous les niveaux. Là, tu es dans un endroit, effectivement, je ne sais pas si ça soigne tous les niveaux, mais en tout cas, tu as la décharge à un moment de se dire, je suis au bon endroit, je suis dans un cocon, je suis en sécurité, on s'occupe de moi. Malgré les lieux qui sont spartiates. Hein, bien sûr. Mais à ce moment-là, on s'en fout. On s'en fout à ce moment-là. Le confort. J'ai la psychologue. Et j'ai l'assistante sociale. Les infirmières. Et les infirmières, voilà. Et les autres que tu disais, c'est-à-dire que mine de rien, même s'ils n'ont pas tous vécu la même chose, parler de la souffrance à d'autres, ça permet aussi de l'extérioriser aussi, non ? De parler avec les autres. J'en parlais pas trop aux autres. Toi, c'est plutôt toi qui étais à l'écoute. Ouais. Tu te sentais peut-être... Comme j'ai toujours souvent été depuis petit. Ouais, mais tu t'es senti utile. Je suis le confident de beaucoup de gens et je suis plus dans ce sens-là. Mais je parlais pas trop de moi. Mais si les gens me posaient la question, je leur en parlais, ouais. J'étais plutôt transparent et à l'aise avec le sujet. Tu le racontes dans le livre, donc effectivement, tu passes à la psychiatrie, tu continues à te faire accompagner, je crois, psychiatre, voilà. Tu découvres aussi, je crois, le coaching. Oui. Qui, pour toi, a été une forme de révélation. Tu as adoré ça, tu t'es formé, etc. Après, oui, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait appel au coaching. En fait. Ouais, t'as fait appel Je me suis dit, ok, psychologue, assistante sociale, mais il me faut encore quelque chose. Il faut quelque chose pour parler du présent et du futur. Il faut que je puisse déjà me projeter. Donc j'étais déjà dans cette idée-là.
de vouloir m'en sortir, quoi. Donc, le coaching m'a aidé aussi à... Donc, c'est pas tout de suite, t'es pas certificatrice, t'as pris le coaching, attention. Non. Mais quelques temps après... Je suis parti en Italie avant. Ouais, t'es retourné effectivement en Italie, que t'as fait beaucoup de bien, parce que c'est un endroit ressource pour toi. Magique. Ce que je voudrais revenir, c'est que au-delà des soins, parce que ça fait déjà presque 1h30 qu'on est ensemble, oui, c'est vrai. j'aimerais qu'on termine par cette partie un peu soins. Quel est ton rapport au travail aujourd'hui ? Mon travail... Ton rapport au travail de manière générale, ou à ton travail, mais c'est quoi il est comment le Jean-Cédric aujourd'hui par rapport à celui de la vie d'avant, dans son rapport au travail ? Il fait partie de ma vie. Il fait partie de mon équilibre. Mais il y a 4 autres piliers à côté. Là où... Donc je me nourris pas seulement de mon travail, j'ai des besoins qui, on va dire, se nourrissent à travers le travail, mais beaucoup aussi en dehors du travail. Donc c'est retrouver cet équilibre entre le travail et les autres piliers que j'ai aujourd'hui mis en place. Tu pourrais nous nommer tes piliers, parce que justement, je fais le lien avec les phrases que tu as dit au tout début. Le travail, c'était ma priorité. C'est les mots que tu as employés en début d'émission. C'est quoi les autres piliers que tu as mis en place aujourd'hui pour toi, pour avoir cet équilibre ? La vie affective. Donc la famille aujourd'hui. Donc la famille, sociale. Ça l'était déjà, mais je suis beaucoup plus disponible. Voilà, tu es présent. Et je dirais même présent. Il y a un rapport de présence aujourd'hui. Ouais. Et c'est génial parce que mes rapports avec mes enfants ont changé. Donc ça, c'est formidable. Je prends plus de temps pour mes amis. Je prends plus de temps pour tous les gens que j'aime. Okay, et ça change tout aussi. Et tu le fais de manière beaucoup plus... sans être pressé, sans aller dire « j'ai pas le temps ». Oui, je viens. Ouais. Et tu le fais avec beaucoup de plaisir. Je prends le temps, je choisis le temps. Ouais. Pas je le case entre deux. Ok. T'as d'autres piliers aujourd'hui ? Parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais... Un qui est important aussi, c'est pour moi la vie... sportive, ou moi je l'appelle la vie récréative ou sportive. Récréative parce qu'il y en a qui vont être plutôt dans la création, qui vont plutôt dessiner, peindre, qui vont faire de la musique, voilà, toutes ces choses-là. Le théâtre, par exemple. Moi, ça va être surtout le sport. Voilà. J'ai repris le sport, j'ai arrêté le sport et je pense que c'était un pilier important. Quand ma fille est née, j'ai arrêté le sport. Donc, j'ai repris le sport depuis 2020. Et ça fait 6 ans que je le pratique de nouveau régulièrement. Et ça, ça change. Ah ouais, pour l'équilibre. Ça fait partie de mon équilibre mental, physique, tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est important. Après, il y a la vie spirituelle. J'étais complètement coupé de ma vie spirituelle. J'entends méditation. J'entends être en relation avec la nature, aller embrasser mon arbre. T'en parles dans le livre, ouais. Je veux dire des choses qui paraissent parfois... peut-être pour certains, je sais pas, un peu saugrenus, ou un peu... Mais non, la méditation active, aller nager. La mer, quand je suis dans la mer, je vais pas en piscine, hein. Mais quand je suis en Italie, je nage 1 heure et demie dans la mer. Mais ça fait travailler la respiration. Inspirer, expirer, donc je fais de la brasse coulée. Et je trouve ça génial parce que c'est régulation, ça peut être la cohérence cardiaque, voilà. Chacun va trouver ses outils. Mais pour moi, c'est important. Après, il y a la musique, parfois, la musique de relaxante. Donc, je mets ma musique et tout de suite, ça me fait du bien. J'écoute aussi les affirmations positives de Cédric Michel, par exemple, qui me font aussi énormément de bien. Donc, j'ai les antidotes, en fait. Antidote au stress, à la pression. Et dès que ça monte trop, poum, faut que je trouve un moyen que ça redescende. Donc ça, la vie spirituelle, c'est global, quoi. Hein. Mais cette reconnexion à la nature, c'est aussi important. Voilà. Donc, ces sens aussi. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, aujourd'hui on est complètement coupé de son corps, mais aussi de ses sens, quoi. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que j'admire une fleur ? Est-ce que je peux admirer contemplation. L'endroit ? Je sais pas, moi, quand je vais courir en forêt, la forêt elle change tout le temps, quoi. Ouais. Est-ce que j'entends les oiseaux ? Est-ce que j'entends les insectes ? Tout ça, c'est des choses j'étais complètement à côté. Donc oui, ça fait partie de mon équilibre aujourd'hui. Et puis après, il y a une vie, qui me paraît aussi importante. C'est la vie associative. Ouais, t'en parles beaucoup. Ça me donne aussi du sens. Après, il ne faut pas non plus se cramer dans la vie associative. Il y a des gens qui donnent peut-être trop aussi de leur temps et qui peuvent, un moment, mais j'en ai besoin. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on parle ensemble, mais c'est parce que j'ai envie de témoigner. J'ai envie de...
me dire que mon témoignage peut servir et que ça fera peut-être prendre conscience à certaines personnes de ne pas aller jusqu'où je suis allé. En fait, mon exemple doit servir aux autres parce que je suis allé trop loin. Et j'ai envie de faire quelque chose dans le burn-out, évidemment. J'ai envie de m'investir, mais je m'investirai de manière équilibrée. Juste, Voilà, juste, parce qu'il y a un rapport de justesse. On arrive sur la fin. Ce que j'entends, c'est il y a eu toute la partie donc, psychiatrie. Après, tu as continué à te faire accompagner, d'accord? Et je me fais encore accompagner. Exactement, tu n'as jamais lâché. Non. Ensuite, donc il y avait ce rapport de... psychiatre ou psychologue, quand même, tu as gardé? Ou les deux? Psychologue. Psychologue. Là, on est parti sur psychologue. Ouais. Et ensuite, tu es parti sur la partie coaching. D'accord, qui a été une révélation, parce que tu t'es formé aussi au coaching avec la volonté de pouvoir aider les autres à aller vers la projection, parce que c'est le mot que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est bien d'aller comprendre un peu nos mécanismes du passé qui nous font arriver là, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à un moment, comment je peux, à partir du moment présent, être dans la projective de comment je peux sortir de là et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Tu as eu ça. Et ce que j'entends surtout, parce que souvent, on veut nous donner beaucoup de méthodes, donc c'est bien d'être accompagné, on l'a dit, hein. Tu as passé par naturo, psychiatre, psychologue, coaching. Mais ce que j'entends aussi, il y a des choses simples, c'est vraiment les choses que nous, on prône dans la Maison La Relève et qu'on fait avec les femmes qui sont dans la Maison La Relève. Et c'est ce que tu dis, finalement, tes piliers, c'est nos liens fondamentaux d'être humain. Où je trouve on a été coupés. On en parlait tout à l'heure en off. Moi, je milite contre la surresponsabilisation du soin et qu'il faut autant aller effectivement se soigner. Donc ça, c'est notre part à nous qu'on peut mettre dans l'action, mais sans oublier aussi qu'il y a un environnement qui est délétère et qui nous pousse, mais dans lequel, comment on nourrit l'individuel et le collectif. Parce que soit je continue à nourrir le même collectif qui est celui qui me détruit, donc ça veut dire je me fais soigner mais je retourne dans le même environnement, ou à la fois je me fais soigner mais je prends conscience de mon environnement et comment mes actions individuelles nourrissent le nouvel environnement collectif. Et inversement, c'est comment je suis dans un environnement collectif qui me soutient, parce que c'est les vases communicants. Si je reviens, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est très dur pour les personnes qui sont en burn-out de revenir dans l'environnement dans lequel elles ont été. Oui. On a Christophe et Marc qui sont un peu nos exceptions sur Microsoft, mais il y a quand même des gens qui retournent, mais c'est quand même pas la majorité. Mais ce que j'entends là, c'est que quand même, aujourd'hui, tes piliers, donc tu as eu besoin d'être accompagné, et à un moment quand même, il y a l'hygiène de vie. L'hygiène de vie qui sont du bon sens qu'on connaît tous. Oui. Pour le coup, on nous les martèle partout, à base de marketing, de qui a la meilleure méthode, etc. Mais ce que j'entends, et c'est ça que nous, on prône beaucoup dans la Maison La Relève, qui est hyper important, c'est que nos besoins fondamentaux, ils sont basiques. C'est le lien, dont tu parles beaucoup, avec le lien de l'humanité, le lien à soi, le lien aux autres, le mouvement. Moi, je suis un anti-sédentaire, donc le sport et la marche. Moi, je suis une marcheuse. On n'est pas obligé de faire du sport de haut niveau, hein, t'as raison. Hein. C'est l'activité physique. Exactement. C'est se mettre en mouvement. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que, tu vois, j'adore ce documentaire qui est Zone Bleue. Donc, il y a plusieurs formes de documentaires Zone Bleue. C'est ces documentaires sur quelles sont les parties de la population en France où il y a le plus de centenaires en bonne santé. Et il donne les exemples de qu'est-ce qui les rend en bonne santé. Et en fait, il t'explique que c'est qu'une question d'hygiène de vie. Et en fait, ils sont en lien. Ils sont en activité physique, ils t'expliquent, ils bougent. Déjà, ils bougent entre eux. Ils sont vraiment en lien. Ils font beaucoup de jardinage. En fait, ils t'expliquent que c'est pas histoire de faire du sport, c'est vraiment de comment se mettre en mouvement. Ils marchent ensemble. Il y a le rapport d'alimentation. Donc, tout à l'heure, tu nous disais ce que tu avais arrêté comme aliment. Tu as changé aussi ta manière de te nourrir. Ah tout à fait. Pour le coup. Tu commençais par ça, d'ailleurs. Avec le naturopathe, j'imagine, etc. Donc, il y a la manière aussi de nous alimenter. Et il y a la connaissance de soi. Donc, tout ce que tu as fait aussi en travail avec ton psy, les coachs, et puis que tu continues. Parce que pour le coup... C'est de la régulation. Exactement, c'est de la santé mentale, etc. Et que on a aussi besoin, dans une société qui est très mentale. Toi et moi, on a fait des burn-out, c'est qu'on a été déconnectés de nos corps. C'est-à-dire que le corps était une espèce de machine qu'on emmenait d'un point A, une enveloppe, à un pavé, et puis reste en fonction parce que faut que je produise, ou faut que je fasse ci, faut que j'arrive à tel objectif ou à telle ambition. Et ça qui est hyper important, c'est que tu parles de la nature, la régulation de la nature. Quand tu me parles de courir et je vois la nature changer, moi j'adore, j'ai mes chemins de forêt. Je suis quelqu'un de très routinière, qui aime bien répéter, aller aux mêmes endroits, etc. Et j'adore voir la nature changer au temps des saisons. Au niveau, tu parlais des sens, des odeurs, des bruits, visuellement, le changement de la nature. Je trouve ça absolument fabuleux de voir tous ces cycles qui changent. Et c'est extrêmement apaisant. Moi, c'est même ma méditation active tous les jours. Bien évidemment, après, l'activité physique, parce que mine de rien, se remettre, les muscles sont importants pour notre longévité, être autonome le plus longtemps possible. Et ce lien à la nature, là où on est complètement dépossédé dans les villes, à quel point aujourd'hui, pour la régulation du système nerveux, le contact à la nature,
et aux autres qui sont aussi un peu, pas les stressés de la vie, mais qu'il faudrait plutôt, eux, les emmener en nature, nous fait extrêmement du bien. Et ça, ce que je veux dire, c'est que c'est fucking gratuit, en fait. Ouais. Et on l'oublie parce que je trouve qu'on met beaucoup de valeur là où il faut dépenser beaucoup d'argent, on parlait de confort, etc. Alors qu'aujourd'hui, qui nous aide dans notre régulation du système nerveux et à améliorer notre hygiène de vie, c'est généralement consommer moins. D'accord ? Donc au contraire, si je dépense moins, je parle surtout pour l'alimentation, par exemple, mais mieux, on est d'accord, moins mais mieux. Et tout le reste, ce que je viens d'énumérer, c'est des choses qui ne coûtent rien en fait, mais qu'aujourd'hui, on est dans un système qui nous a dépossédés de ça, qui nous a fait avoir beaucoup moins de valeur là-dedans. Ou quasiment, comme tu disais tout à l'heure, avoir mes amis, attends, est-ce que je peux le caser dans mon temps de production ? Alors qu'en fait, comme tu dis, aujourd'hui, c'est ouais, j'ai plaisir à aller les voir, j'ai plaisir à aller partager un sourire, une conversation profonde, ou même pas forcément profonde, mais rire de choses simples, ou d'aller me promener en forêt, ça coûte, ou en nature, prendre un sac à dos, une paire de chaussures, monter un peu dans une randonnée, ou même dans un sentier, on n'a pas besoin de monter ou descendre comme ça. Et ça coûte rien, et ça fait extrêmement du bien, et dans une société où ça, on nous en a coupé. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, écoute, je suis là aujourd'hui. Hier, j'ai vu mon meilleur ami en Espagne. J'aurais jamais pris le temps peut-être d'aller le voir si j'étais toujours dans le même système. Après, je vais voir un manager que j'ai pas vu depuis 25 ans, qui était mon second manager, avec lequel je suis toujours resté en lien. Donc, bah ouais, c'est fondamental de trouver un équilibre justement entre le lien professionnel, ça peut être ton travail, et tout ce qu'il y a à côté. Et en fait, quand on a une certaine liberté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et prendre le temps ça change la vie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de sain et quelque chose de pérenne. Et d'ailleurs, si on revient sur tes 3 mots de la fin, qui étaient amour, vie, et le 3e, c'était ? C'était équilibre. Équilibre. Bah, tu vois, il vient de revenir dans la phrase. Et finalement, on voit bien qu'effectivement, c'était 3 mots. Donc, l'amour de manière globale avec toi et les autres, ta famille, tes piliers. Tu parles d'équilibre. Justement, aujourd'hui, j'ai mes piliers. Et vraiment, je saupoudre ma vie de ça, tous les jours. Ouais. Vraiment, j'ai besoin des uns et des autres. Mon travail n'est plus ma priorité. Mon travail me nourrit, mais n'est plus une priorité. Je le nourris avec plein de choses différentes. Et finalement, vie, je me sens vivant avec cet équilibre. Parce qu'effectivement, je reviens à ce qu'on dit, on est des êtres de lien, des êtres de mouvement, des êtres de sens et d'utilité. Et d'ailleurs, tu le retrouves aussi dans ce que tu fais dans ton travail et dans ta vie associative qui est... T'as ralenti, tu me disais justement, parce qu'elle était très chargée. Elle était très chargée. Ouais, trop. Trop. Mais effectivement, il y a cette notion aussi de donner de soi. C'est-à-dire que c'est pas que PQ, c'est un moment, je me rends utile avec d'autres personnes à la société, quoi. Ouais. Ben, on est là aujourd'hui, je pense que voilà, c'est aussi c'est d'utilité publique, souvent me disent les gens, mais c'est vrai, c'est important d'en parler et puis surtout de déstigmatiser. Et s'il y a des hommes qui m'écoutent aujourd'hui, franchement, je dirais ralentissez, faites attention à vous, prenez soin de vous. C'est pas des phrases comme ça, non, pour faire joli. Mais voilà, la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, ça serait dommage de pas en profiter. Et même si c'est plus tard, même si c'est à 50 ans comme moi, ou un peu plus de 50 ans, je veux dire, on a encore des belles années. Ouais, tout à fait, exactement. Et justement, à moins que ce soit ton mot de la fin, forcément, les gens s'identifieront un peu plus à la vie que t'étais. C'est-à-dire que tu avais... justement, les personnes qui nous écoutent, hommes, femmes, on s'en fiche, mais je pense justement beaucoup aux cadres dirigeants entrepreneurs parce que le métier que tu représentais et que tu as eu justement dans ta première partie de vie, avec des postes à haute responsabilité, qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui sentent, qui sont toujours un peu sur le fil, mais qui tiennent, comme toi pendant des années, et qui sentent quand même que ça tire un peu trop, hein, parce que on le sent, tu vois. Qu'est-ce que le dernier mot que tu auras envie de leur dire ? Moi, ce que je trouve que c'est intéressant, c'est de partager ses erreurs. Ouais. La première erreur, j'en ai parlé, c'est en fait l'activité physique. Ne jamais arrêter. Il y en a qui en font en tant que dirigeant d'entreprise et ils ont raison de continuer. Je pense qu'on en a besoin. La deuxième chose, c'est apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, à faire confiance. Et du coup, s'enlever une partie de responsabilité pour, dans son agenda, moi j'aime bien l'agenda Gruyère. Tu sais l'agenda dont tu as parlé ? Moi, c'est l'agenda Gruyère. Je mets des trous. Et ça marche. Alors, je dis pas que tout le monde sera en capacité de le faire en fonction des responsabilités qu'ils ont, mais je trouve que c'est une belle image. L'agenda Gruyère, au lieu d'avoir un agenda qui est full et après, on enchaîne et on n'a plus le temps de se reposer. On est complètement asphyxié. Ouais. Tu aurais d'autres choses sur la partie justement hygiène de vie au lieu d'être le rapport de priorité et d'équilibre justement ?
Ben moi, je pense qu'ils s'ils pensent aux 5 piliers, tu as l'image, beaucoup qui disent 3 pieds sur un tabouret, ben moi j'en ai 5. Ouais, moi je prends Donc, plutôt la ce que chaise. je veux dire par là, c'est que si jamais le travail il va pas bien, j'en ai 4 autres derrière. Donc, je suis beaucoup moins fragile. Je dis pas que je le suis pas, mais je suis quand même moins fragile. Donc, j'arrive à nourrir mes besoins avec des ressources que j'ai mis en place. Donc, j'ai moins de chances de tomber. En tout cas, ça m'arriverait plus ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai réussi à mettre une hygiène ou, on va dire, un équilibre qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus sain. Et qui soit en fonction de nous, humains, de ce qu'on est, quoi, d'où on vient. Ce qui est bien, c'est peut-être se poser la question d'où on vient encore. Hein. On n'est rien du tout sur cette terre. Mais d'où on vient, c'est-à-dire de quoi on se nourrissait. Donc, on parlait de l'alimentation. Bah oui, regarde, cueilleur, chasseur. Bah, faudrait peut-être en revenir un peu à ça aussi. C'est pas être primate, c'est vraiment revenir à quelque chose qui est essentiel. Tu parlais de l'hygiène de vie, bah oui, je pense que c'est le triangle d'or, j'appellerais ça. Alimentation, sommeil. On n'a pas parlé du sommeil, mais le sommeil, aujourd'hui, si j'ai pas mes 7-8 heures, je suis pas bien. Donc j'ai besoin de ces 7-8 heures. Et je me les prends. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est le mouvement, voilà. Et puis et trouver du sens quand même, parce qu'effectivement, mais le sommeil, on peut le mettre quand même avec, je sais pas si je le mettrais avec le mouvement, enfin cette notion de la partie beaucoup plus corps, tu vois, être en mouvement, bien dormir, etc. La partie effectivement se connaître et qu'est-ce qui fait sens pour nous, tu vois, pour qu'on on a tous besoin de se sentir utile au quotidien. Mais qu'est-ce qui fait que moi je me sens utile ? Comment je peux me rendre utile ? Heureusement, on a tous des talents différents. Et c'est très bien, on se complète très très bien. Et si on peut en revenir, c'est de dire qu'on veut toujours mettre trop de cases dans le travail. Et en fait, le travail, c'est pas tout. On peut retrouver de la reconnaissance ailleurs que dans le travail. On peut retrouver du sens en dehors que de le travail. Bien sûr. Donc, on a un équilibre, du coup, qui est beaucoup plus sain, on est d'accord. Je crois que c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Quelqu'un qui est chanteur et qui aime chanter, c'est une chance. Même avec la pression qu'ils ont. Et attention, ça peut être un piège aussi. Attention, c'est pas que rose. Mais quand même, c'est un sportif qui avec des pièges qui existent, évidemment. Mais quand même, je pense que c'est important de pas mettre tout les œufs dans le même panier, comme on dit, et d'essayer de dire quels sont mes besoins, quelles sont mes ressources, quelles sont mes limites, et de faire quelque chose qui soit beaucoup plus sain et qui permette cet équilibre qui, je pense que tu t'éclates dans ce que tu fais. Et moi, je me sens ancré comme un arbre. Je me sens comme un arbre. J'ai des racines en bas, elles sont maintenant... je parle souvent en lui disant « j'aimerais être comme toi ». Je sens que je suis de plus en plus comme lui. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce qu'on va terminer cet épisode ? Merci pour tous ces mots. Si les gens veulent te suivre, te contacter, échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Cédric ? Il y a le livre déjà, si vous voulez lire le livre de Jean-Cédric, voilà, qui est là. Si on veut te retrouver, on te retrouve où ? On me retrouve sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je suis le plus actif. Mais j'ai aussi un site qui s'appelle Equilibrine, www.equilibre.com. Mais j'ai une newsletter que j'écris fréquemment sur LinkedIn. J'ai aussi un blog sur mon site Equilibrine. Donc écoute, et puis moi, je suis très ouvert. Donc j'ai des femmes qui viennent me voir. J'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. S'il y a des hommes qui ont envie de me contacter, pourquoi pas. Je suis ouvert et partager mon expérience. Si on veut m'inviter, je suis prêt à témoigner. Et avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie aujourd'hui. Voilà. Et beaucoup d'authenticité. Je pense que c'est important. Merci beaucoup parce que tu as témoigné sans filtre avec tout ce qui fait ton parcours aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on voit pas beaucoup d'hommes, en tout cas. Tu dis qu'on donne pas beaucoup la parole, mais en même temps, nous, on donne la parole aux hommes. Et je peux te certifier qu'on fait des appels à candidature. On n'a pas beaucoup d'hommes qui demandent à témoigner. Donc, en tout cas, merci aussi à toi de prendre la parole parce que je pense que dans le monde dans lequel on est, c'est pas toujours évident, je crois aussi. On dit que pour les femmes, il y a plein de choses qui sont pas évidentes dans notre société. Hein. On manque encore de droits et d'équité à certains endroits. Mais je pense que les hommes aussi ont leur lot de charges à porter sur la société. Et je pense que s'il y a si peu d'hommes qui témoignent, c'est aussi, je pense, la charge de la société. Et plein d'hommes n'osent pas forcément témoigner et témoigner de cette authenticité et voire même de cette vulnérabilité. Et on fait toujours un petit coucou à Brené Brown là-dedans qui est un vrai courage autour de ça. Donc franchement, merci à toi. C'est l'image de l'homme aujourd'hui, de la société, qui pourrait changer.
On a le sûr. droit d'être vulnérable, on a le droit d'être fragile. Il n'y a pas de honte. Non. Et il n'y a pas d'être coupable. Je me sens aussi bien ancré qu'aujourd'hui. Je pense que jamais j'ai été aussi bien ancré qu'aujourd'hui. Et moi, je te remercie, Jennifer, de m'avoir invité. Merci à Florence. Parce que, voilà, je pense que c'est le début d'une belle histoire aussi. Je suis, si tu veux... J'aimerais faire plus, voilà. C'est-à-dire que l'objectif, avec la pièce de théâtre dont je t'ai parlé, mais voilà, je crois que ça me donne beaucoup de sens que de pouvoir sauver des vies, parce que je pense que c'est aussi ça. Et voilà, c'est un objectif que vous êtes fixé d'une certaine manière. Chacun le fait à sa manière, mais si on peut le faire ensemble, c'est encore mieux. Et merci à toi, et merci encore une fois de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci pour tes mots, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pareil, soutenez-nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify. Ou si vous nous regardez en vidéo pour avoir tous nos visages, nos expressions, nos mimiques, voyez le livre, parce que je montre le livre, et que vous êtes sur YouTube ou éventuellement même Spotify vidéo. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous et enclenchez la cloche pour ne rater aucun nouveau épisode. N'hésitez pas aussi à partager les épisodes aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. Plus on en parlera, plus on pourra faire de la prévention sur ce sujet, pour moi, comme tu disais, d'utilité publique sur le burn-out. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.